Le bouche-oreille, c'est entre 65 et 92% en fonction des études qu'on regarde. Ça reste le canal de communication le plus puissant, le plus large, qui est dans les clés, enfin, pour toute entreprise. Et dans les faits, c'est souvent celui qu'on s'occupe le moins, sur lequel on investit le moins, alors que c'est celui qui est le plus fort et le plus puissant. Tout ce travail qu'on avait fait à l'époque avait porté ses fruits, puisque je vous disais, on est passé en gros de un tiers de non-fréquentants au bout de 3 mois à 14%. Donc on avait eu de la réussite. Cette phrase est sortie de la conférence, d'une des conférences que j'ai fait au réseau FitMeet. Et en effet, dans les tips, il y a une phrase qu'ils doivent tout le temps dire à tous les membres, tous les jours, à chaque fois qu'ils les voient, c'est hey, ce soir, je vais rentrer chez moi quand même. Non, mais on t'aime bien. C'est bon, c'est bon. Allez, merci Anaïs. Je pense que là, on est bon. On est bon. On est pas mal. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Salut Fabien. Salut Sébastien. Salut Johan. Salut Johan. Salut les gars, salut tout le monde. Ben, on est ravis, Johan, de t'accueillir dans ce podcast. Je pense que Fabien, il veut te présenter avec ses mots. Ouais, je voulais vous dire que là, vous allez passer 1 heure de votre temps à optimiser votre fidélisation. Je pense que là, vous en allez avoir pour 3 ans à mettre en place. Alors, il ne faut pas trop en donner, mais on va vous donner un maximum. Enfin, Johan, parce que Johan, c'est un expert là-dedans. Il a un parcours incroyable. Il va nous raconter son histoire, mais gardez en tête, une chose, c'est que dans 1 heure, l'idée, c'est qu'on ait tous du contenu à déployer pendant les prochains mois, les prochaines années, sur l'optimisation de la fidélisation, donc la rétention dans notre club, qui est franchement un vrai cancer dans les clubs de fitness aujourd'hui. Et oui, et moi, j'avais préparé d'ailleurs une phrase par rapport à ça. Je vais la dire quand même. Sachez que vous perdez des milliers d'euros à ne pas écouter ce que disent vos clients. C'est Mais totalement ça. C'était avant que Johan arrive. Espérons. Ça va, t'as pas trop la pression du coup? Oh là, je me dis où je me cache. Mais bon, je suis dos au mur. Alors qui c'est ce Johan, Seb? Ouais. C'est qui Johan? Tu te présentes? Ouais, donc je suis arrivé dans l'industrie du fitness il y a presque une vingtaine d'années maintenant. Je suis rentré par le Dust métier de la forme, comme toi. Comme moi. Et donc, par le biais du Dust, j'ai pu intégrer, grâce à Yves Riera, notamment Movida, en tant qu'apprenti coach. Et puis, rapidement, après, j'ai évolué sur les postes de fitness manager, commercial, manager de club. Movida, qui est un club qui sont des clubs à Toulouse. C'est un réseau, en effet, sur Toulouse, réseau régional. Voilà. Et donc, j'ai fait mes armes pendant 12 ans chez eux. Et puis après, j'ai continué à avancer, quitter Planète, passer par une start-up rapidement. Puis Planète Fitness Group, ceux qui distribuent les Smiths. J'ai fait 4 ans en tant que directeur en marketing et digital du groupe. Et puis après, l'appel de l'entrepreneuriat qui était là, avec un projet qui était déjà existant, pour tout vous dire. Et donc, j'ai lancé The Mood l'année dernière. Voilà. Oui, et d'ailleurs, ce projet que tu vas nous présenter après, tu l'avais justement pensé, tu avais les prémices sur ta première expérience à Movida. Exactement. Enfin, à Movida, tu es resté, je dis première expérience. Quasiment 12 ans. Ouais. Tu as fait quelques années quand même Ouais. à Movida. Ouais. Donc la salle de fitness, tu la connais bien quand même. J'ai fait à peu près tout ce qui est possible de faire dans une salle. Mais clairement, c'est ça la richesse de ce podcast aujourd'hui. Parce que Johan, il a eu plusieurs casquettes. Chef d'entreprise aujourd'hui, mais un parcours hyper formateur chez Planet Fitness. Chez Movida en tant que manager pendant des années. Enfin, Yves Riera, il y est passé rapidement en expliquant. Enfin, Yves Riera, c'est un des cofondateurs du Dust en France. Ouais, c'est un monsieur. C'est un monsieur, malheureusement, qui est parti aujourd'hui. Moi, j'ai eu sa femme, Lisette ouais. qui m'a formé dans les cours. Et qui est une femme exceptionnelle. Et Yves Riera, vraiment, voilà, moi j'ai entendu que du bien de ce monsieur. Et du coup, oui, ce qui est marrant, c'est que les prémices de The Mood ont commencé du coup chez Movida. Ouais. Et brièvement, tu peux expliquer qu'est-ce qui s'était passé chez Movida parce que l'expérience client, c'est ta matière, quoi.
Oui, alors en effet, dans mon périmètre à l'époque, j'avais toute la partie système d'information, marketing digital. Et donc, il y avait notamment un gros sujet data dans mon quotidien. Et on pensait objectivement qu'on bossait bien, pour ne pas dire très bien. Et il y a une stat qui a commencé à circuler qui était que un tiers des nouveaux abonnés ne fréquentaient plus les clubs 3 mois après. Cette stat nous a fait réagir. Du coup, j'ai commencé à regarder les stats. Et en regardant les stats, ça a été un peu la révélation parce qu'on n'était ni meilleur ni moins bon que les autres, puisqu'on avait également un tiers de nos adhérents qui, au bout de 3 mois, n'étaient plus là. Donc, ça a un peu secoué tout le monde dans l'entreprise. J'ai une question à te poser. Vas-y. Tu pensais que vous étiez meilleur chez Movida? Oui, parce qu'on était en position dominante sur le marché toulousain à l'époque. Ouais. On avait les programmes Les Mills qui font quand même partie des tampons un peu incontournables si on veut faire de la qualité. Et c'est vrai que du coup, on était en leader. Donc quand on est en position de leader, forcément, on a une sorte de biais de confirmation qui se met en place où on pense être, comme on est des leaders, on est les meilleurs. Voilà. Sauf que quand on regarde les datas, on se rend compte qu'on est dans la moyenne. Donc ça, c'est une première data à donner déjà aux gens qui nous écoutent, une première KPI à maîtriser. Ouais. C'est le taux de décrocheur à 3 mois. C'est ça, un tiers. Sur 100 personnes qui s'inscrivent dans ton club, regardez la stat, combien il en reste, du moins combien ont arrêté de fréquenter 3 mois après. Voilà. Et c'est ces 33% que Johan explique. C'est ça. Et c'est une stat qui est difficile à sortir des CRM, pour le coup. Donc, pour ceux qui écoutent, n'hésitez pas à me contacter. Je ferai un plaisir de vous les sortir. Et en effet, la plupart des clubs où je fais cette démarche-là, on est entre 28 et 38% de non-fréquentants à 3 mois à chaque fois. Donc 28 à 38, tu dis ? Ouais, 28 à 38. Donc ça se confirme, clairement. Et après, par contre, du coup, de cette époque-là, oui, une grosse prise de conscience de tout le monde dans l'entreprise. Gros travail de tout le monde. Et collectivement, on a réussi à faire bouger cette statistique-là, puisque au bout d'un an, les meilleurs clubs du réseau étaient à 14% de non-fréquentants à 3 mois. Donc, on avait forcément on avait eu beaucoup d'impact sur cette stat-là. Et les clubs qui, on va dire, traînaient un peu la patte pour des raisons de contexte, d'équipe, on ne peut pas tout réussir à chaque fois. On avait quand même réussi à améliorer les choses puisqu'on était à 24% de non-fréquentants à 3 mois. Donc, on a réussi à bouger cette statistique et ce n'était pas une fatalité au final. Ce n'est pas quelque chose c'est comme ça. Non. Dans les faits, si on arrive à mettre en place ce qu'il faut en termes de process, de formation, d'accompagnement, de produits, de services, c'est une stat qu'on arrive à bouger. Et ce qui est intéressant à préciser pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'à partir du moment où on arrive à décaler la volumétrie de clients fréquentants, elle se décale sur toute la durée en fait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait tout se décale tout au fil de l'abonnement, donc forcément la rentabilité va avec et c'est là où on a pu faire nous à l'époque les plus belles années économiquement parlant. Dans une des visios stratégies collectives du réseau, en effet à un moment donné tu avais pris un moment pour expliquer cette stat et tu nous avais expliqué qu'en effet si tu maîtrises tes 3 premiers mois et que tu fais chuter cette rétention, les taux de décrochage à 3 mois, que ça se répercutait sur la rétention à 12 mois. C'est ça. Et c'est vraiment génial, c'est absolument top. Exactement. Et ça suit aussi un petit peu les études de Paul Bedford. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que tu as dit. Paul Bedford, c'est exactement ça. Lui, il l'a montré très tôt déjà que l'enjeu sur les 3 premiers mois avec les X séances et compagnie a un réel impact sur la fidélisation client. Et en effet, économiquement parlant, ça se vérifie. Un an après, tout s'est décalé en fait. Et c'est là où c'est le plus intéressant. Bon, j'aimerais juste dire un truc, c'est pour comprendre simplement, c'est qu'un adhérent qui vient plus chez toi au bout de 3 mois, c'est un adhérent qui a de très grandes chances de ne pas renouveler son abonnement l'année d'après. Alors je vais plus loin, je me permets de te couper, mais je vais plus loin. Non seulement il y a de grandes chances qu'ils ne reprennent pas d'abonnement, mais il y a de grandes chances aussi qu'ils parlent de toi négativement. Oui. Donc les dommages, j'ai envie de dire, sont bien plus larges que juste la perte d'un abonnement. Ça, c'est une réalité. Et en effet, c'est pour ça que l'enjeu de la fidélisation est réel dans les clubs. On est dans une industrie de fidélisation. Et j'aime à dire, en fait, qu'il faut imaginer que la vente, c'est pas juste la vente sur la table et la signature du contrat. La vente, c'est à chaque séance, en fait. Et forcément, à partir du moment où on commence à changer le prisme et à regarder les choses sous cet angle-là, on gère les choses un petit peu différemment.
Juste pour contextualiser, est-ce que tu peux nous rappeler, Movida, quand tu étais manager là-bas, c'était combien de clubs, combien d'adhérents au total pour comprendre un petit peu à quelle échelle tu as essayé de mettre en place tout ça? Alors, tout le réseau Movida, on était monté jusqu'à 14 clubs. Et sur 14 clubs, ça représentait à peu près 30-35 000 membres. Ok. Voilà. Donc, colossal, ouais. Ok. Top. Ça, c'est une belle intro, ça, non? Ouais, pas mal. Justement, avant de rentrer dans le concret de comment tu as accompagné Fabien dans son club, expliquer précisément qu'est-ce que The Mood permet d'apporter dans les clubs. Moi, j'aimerais juste revenir durant les derniers réseaux FitMeet. Tu étais le conférencier qui faisait pas partie de l'équipe Réseau Ouais. Fit. Tu étais pour nous le conférencier de renom, hein, on peut le dire. Hein. Quel renom. Et du coup, tu as fait une première petite conférence de 5 minutes pour parler du marché du fitness, où tu expliquais que pendant des années, il y avait 3 niveaux dans le marché du fitness, le low cost, le middle market et le premium, et que dans les années à venir, on allait commencer à avoir un changement. Et moi, j'ai adoré cette conférence. Tu peux nous en dire un peu plus, parce que je pense que ça pourrait intéresser tout le monde d'avoir. Alors en fait, en effet, le marché, enfin tous les marchés de manière assez traditionnelle se segmentent en 3 parties, le low cost, le mid-market et le premium haut de gamme, on va dire. Et en effet, l'industrie du fitness a été comme ça pendant des années. Forcément, il y avait un discours qui était de dire, quand on a vu les low cost arriver, notamment dans les années 2010-2015, qui était de dire, oh là là, les mid-market, ça va être de plus en plus compliqué pour vous, et donc il faut vous échapper par le haut, devenir premium à tout prix. Enfin, voilà, c'était vraiment le discours qui était entendu, celui que moi, le premier, je donnais aussi. Et en fait, en regardant ce qui s'est passé également dans d'autres industries plus matures que la nôtre, comme le tourisme, l'hôtellerie, la grande distribution, toutes ces industries-là, on se rend compte en fait qu'aujourd'hui, le marché n'est plus en 3 niveaux, mais en 4 en fait, avec un niveau low cost. En effet, il y a toujours un niveau low cost clairement très bas. Il y a un niveau, et celui-là il chatouille à chaque fois je le dis, mais de low cost premium. Donc si on parle un peu par exemple de grande distribution, vous prenez le low cost, c'est Action on va dire par exemple. Le low cost premium, ça va être Lidl. Qui est un low cost premium. Et ça serait quoi dans les salles de fitness pour toi le low cost premium? Je peux dire Joker. Non, il y en a, mais dans les chaînes, voilà, dans les chaînes, il y a en effet quelques chaînes qui jouent cette carte-là et qui sont dans des low cost premium, avec notamment des offres très léchées et avec des offres additionnelles qui permettent de monter les paniers moyens et d'augmenter le service. Et donc en effet, il y a ce low cost premium et après il y a tout ce qui est du registre du premium et du premium plus haut de gamme. Pareil, pour faire le parallèle avec la grande distribution, vous allez prendre les Carrefour, Leclerc, on va dire, qui sont dans les premiums, et vous allez prendre tout ce qui est magasin bio, typiquement, qui sont dans les hauts de gamme. Voilà, ça permet d'avoir un peu une lecture de ce que ça pourrait donner. Ça, c'est clair comme ça. C'est vrai qu'on ne pense pas à regarder de cette manière, mais c'est assez visuel. Ouais. Et par rapport à un œil d'indépendant, il faut savoir aussi que Johan avait mis en avant que sur, je crois, quand tu parlais des 3 niveaux, ce qui s'était passé, c'est que le low cost, on avait remarqué qu'ils avaient augmenté leur prix durant 10 ans, et les clubs indépendants, eux, on voyait justement le prix qui diminuait et qui tendait vers du low cost, alors qu'aujourd'hui, on voit clairement que cette stratégie-là, en tant qu'indépendant, c'est une erreur dont on a parlé, nous, dans le premier épisode. Après, ça dépend. Ça dépend comment tu le regardes, en fait. C'est toujours pareil. Après, moi, je pense que si tu baisses les prix, il faut que tu aies un club qui fasse 2000 ou 3000 mètres carrés pour faire du volume et trouver ton seuil de rentable, parce que sinon, tu t'en sors pas. Oui, mais moi dans ce modèle, ce qui me déplaît fortement... c'est sûr que ça va être au détriment de la qualité de service et de l'accompagnement. Ça ne sera pas de l'accompagnement. Donc, ça veut dire que ton adhérent, il sera livré à lui-même, il n'est pas sûr d'atteindre ses objectifs. Alors oui, c'est... J'en connais très peu des indépendants qui sont dans ce cas-là. Alors, soit c'est des indépendants parce qu'ils n'y ont pas vraiment réfléchi, qui se retrouvent comme ça, parce que quand les franchisés sont arrivés, ils se sont dit, mais mince, du coup, je vais être le plus cher de ma ville. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu, d'un côté, rééquiper leur club en faisant des gros investissements pour essayer d'être à peu près alignés au niveau, et d'un autre côté, baisser les prix. Et là, ça devient compliqué. Ouais, et juste pour compléter justement et rebondir sur ce que tu disais au niveau des tarifs, en fait, dans les faits, les gérants, ils ont tous fait un peu comme ils ont pu, en fait, avec le contexte de l'époque. Et il faut avoir conscience que le prix moyen perçu global
a chuté. Donc à partir de là, ça veut dire que si tu voulais vendre à prestation égale, il fallait vendre moins cher. Il n'y avait pas le choix. C'était la demande du client en fait. Donc en effet, si on le regarde d'un point de vue purement business, on se dit c'est une hérésie, c'est risqué, c'est dangereux, c'est tout ça ok. Mais faut le recontextualiser avec l'époque. Et à l'époque, honnêtement, il n'y avait pas le choix. C'est une réalité. Par contre, maintenant, en effet, on voit ces low cost historiques. Alors, historiques, on s'entend, ils ont 10-15 ans. C'est pas non plus des 50 ans ou 100 ans. Mais en tout cas, ces clubs-là, aujourd'hui, sont en train de remonter leurs tarifs. Ça fait déjà quelques années que la machine est en route pour remonter les tarifs. Et on voit que le prix moyen perçu est en train d'augmenter de nouveau. Oui, on est au moment de la bascule. Donc à partir du moment où on est à cette bascule-là, ça veut dire que aussi pour les indépendants, le prix moyen de vente va pouvoir augmenter parce que le client est prêt à le payer et est prêt à l'entendre. En tout cas, c'est ce que montrent les études qui sont menées notamment par l'IRSA ou ce type d'organisme. Déjà, c'est prendre conscience des prix du marché low cost, parce qu'il y a encore beaucoup de gérants. Moi, je fais des rendez-vous quasiment tous les jours de l'année avec plusieurs gérants où je me rends compte que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas les tarifs Basic Fit, Fitness Park ou l'Orange Bleu. Moi, j'ai le droit de les solliciter et pas dire Joker parce que je ne travaille pas avec eux. Johan travaille avec les indépendants et on a de la chance de l'avoir avec nous, mais forcément, Johan se développe et son outil est tellement puissant que forcément, il peut le vendre à qui il veut. Oui, et surtout, on essaie d'aller le chercher à Johan. Mais aujourd'hui, voilà, un Fitness Park, c'est 45 € par 4 semaines à date. Sans compter le bike. Donc en gros, il y a beaucoup d'indépendants qui malheureusement n'ont pas conscience de ça et sont en dessous. Et donc c'est dommage de croire qu'on puisse se différencier des low cost sans se différencier déjà par le prix. Le prix permettra ensuite d'optimiser l'accompagnement et ensuite de se différencier. Moi j'ai lu un livre là pendant mes vacances, là, c'était Éric Larchevêque. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Qui ne connaît pas Éric Larchevêque quand tu es dans le monde d'entrepreneuriat? Je sais pas, tu sais, il y en a, il est connu par... il y a la télé, il y a l'émission qui va être mon associé, mais je sais pas si tout le monde le connaît. En tout cas, il est médiatique. Voilà, il est médiatique. Donc, Éric Larchevêque, il a lancé une boîte qui est une licorne aujourd'hui en France qui s'appelle Ledger. Et donc, dans son livre, j'ai ressorti 2 points que je trouvais hyper intéressants. Le premier point, c'était qu'il fallait vendre au bon prix. Son livre, c'est Entreprendre pour être libre. En gros, il donne un peu des tips qui lui a servi à lui et des conseils. Et donc, le premier, c'était vendez au bon prix. Donc, c'est-à-dire que n'ayez pas peur de vendre à un prix élevé. Parce qu'on avait un peu, quand on lance sa boîte, le prix qu'on met, on l'associe à notre valeur à nous. Alors que ce n'est pas la valeur du produit qu'on est en train de donner. Donc, il disait de faire attention à ça. Et aussi sur la structure de coût, où il indiquait que souvent, le dirigeant n'intégrait pas dans sa structure de coût son salaire à lui. Et donc, du coup, immédiatement, si tu intègres un salaire d'un gérant de club de fitness par rapport à tout ce qu'il fait, au-delà du coaching et tout, la gestion de son club et tout ça, et de suite, tu vas voir que ton prix de vente, il va être en dessous de ce que te coûte en charge de toute la gestion de ta boîte. Et moi, j'avais une question à te poser, Fab. Est-ce que tu aurais une idée aujourd'hui de combien un gérant de club devrait se payer par heure? Par heure, je ne sais pas. Sachant qu'une heure de coaching à 50 €, j'ai l'impression que ça reste un tarif cohérent. Alors, combien devrait? C'est en fonction, en réalité, de ce qu'est capable de générer pour moi l'entreprise. L'idée, c'est pas non plus de la faire couler, mais de la faire progresser pour peut-être optimiser ses rémunérations ensuite. Donc, je pense que ça dépend de la maturité du club et du gérant. Du coup, après... Est-ce qu'on peut pas partir du coup sur au moins 50 € de l'heure minimum? Je trouve pas déconnant, quoi. Ça ferait combien, ça, sur 35 heures? 50 € de l'heure, ça ferait... on a une prof de maths pas loin, ça fait plus de 6 000 € net par mois. Oui, mais bon, quand tu payes après, tu parles en brut ou en patronal? En brut. 50 fois 35, ça fait combien, ça?
50 x 10, ça fait 500, 1700, Combien 1700 par Naïf semaine. Non, mais c'est ça. Par semaine, 1700 par semaine. Oui, c'est Ah ouais ça. Ça fait Oui, plus de c'est 1000 ça. euros. D'accord. Donc, est-ce que c'est 50 euros de l'heure? Je Ah, suis pas oui. sûr, Ah ouais, clairement. ouais. Et donc, du coup, je pense qu'il faut que le gérant s'aligne. Ça fait une réponse toute faite, mais il faut qu'il s'aligne à ses besoins. C'est un ami expert comptable qui m'avait dit ça un jour. Mais je sais pas, parce que comme il vient de se planter dans les calculs, tu vois. C'est vrai, il y a- Ah, tu sais, c'est deux disciplines différentes. Mais je vois pourquoi tu as changé de métier. Je comprends. Mais pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a quelque chose de vrai. Quand tu disais que Éric Larchevêque expliquait qu'il fallait mettre un prix, qu'on avait tendance à mettre un prix qui reflétait, comment tu as dit, la valeur qu'on se donne. qu'on se donne nous. Ouais. Et c'est vrai que les gérants indépendants, moi j'ai remarqué ça, on a tendance, moi y compris, à avoir une espèce de complexe d'infériorité face aux gros low cost qui ont des clubs de 2000 m², flambant neufs, placés au bon endroit et tout ça. Et en fait, nous on se dit, mais mince, dans mes locaux où mes machines sont un peu vieillissantes parce que voilà, pour X raisons, ou des fois il fait un peu froid parce que le chauffage voilà, n'est pas forcément à la pointe, etc. C'est ça, chose auxquelles on pense. Hein. Donc on se dit, mais forcément que mes tarifs doivent être plus bas. Encore cet après-midi, j'étais avec un gérant qui me disait qu'il avait des tarifs très très bas. Et je ressens ce complexe d'infériorité, mais en fait, la valeur qu'on a, elle ne se regarde pas ici. Ça va venir avec le temps quand le club sera rentable et qu'on pourra réinvestir dedans. Mais la valeur qu'on a, c'est notre pourquoi, c'est notre passion, c'est le fait que quand un adhérent rentre dans le club, on le connaisse par son prénom, qu'on s'attarde vraiment sur des questions importantes pour nous, sur réellement comment il va, sur comment s'est passée sa séance. Je crois que d'ailleurs, tu as un petit tips sur ça, sur une question, la question phare à laquelle il faut former tous nos coachs. On vous la dira après. Elle doit être posée 100 fois par jour, cette question, au minimum. On la garde, il va nous la dire après. Tu la gardes sous le coude. T'as raison. Mais en tout cas, je pense que notre valeur à nous, c'est pas de se comparer à la taille au type de machine qu'on a. C'est vraiment la manière dont on regarde nos adhérents et la posture qu'on a devant eux et le pourquoi on fait ce métier-là. Parce que de ça va découler énormément de choses qui vont faire qu'on va mettre dans une situation de succès nos adhérents là où les low cost ne le feront pas. Et je pense que c'est ça que les Français viennent chercher. Voilà. Et donc, je pense que quand tu fais attention à tout ça et que tu revalorises ton produit par rapport à ce que tu apportes réellement, je pense que là, du coup, peut découler une rentabilité qui permettra aux gérants de se rémunérer décemment et même mieux que ça, vraiment optimiser sa vie. On a des métiers passion. Et je pense qu'on peut optimiser notre vie parce qu'on a un vrai pourquoi et les autres ne l'ont pas forcément. Et je vais me permettre juste d'ajouter un truc parce que ça fait plusieurs fois que je l'entends dans nos discussions à nous, mais même en dehors, où on met en opposition les indépendants et les grands comptes, on va dire. Mais dans les faits, dans les grands comptes, pour moi, il y a deux catégories de grands comptes. Il y a ceux qui se développent en propre et en effet, là, pour le coup, on n'est pas dans les mêmes catégories, dans les mêmes leviers, on ne fonctionne pas de la même manière. Tout à fait. Mais par contre, les franchises, il faut bien vous dire une chose, c'est que celui qui ouvre un club franchisé, c'est un indépendant, c'est un passionné, c'est un indépendant. Voilà, c'est juste qu'il fait le choix de s'affilier à une marque, à une franchise, pour accélérer son développement et son implantation. Mais au final, ces problématiques sont similaires à n'importe quel indépendant. Oui, mais il n'aura pas la même flexibilité qu'un indépendant A parce qu'il doit respecter un cahier de charge et tout par ça. Son arbitrage de départ, voilà. Mais voilà, c'est un arbitrage en fait, voilà. Mais après, dans le quotidien opérationnel, mais d'ailleurs, c'est pour ça que nous aujourd'hui, je suis complètement lié. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous aujourd'hui, on accepte beaucoup de clubs anciennement franchisés parce qu'ils font le choix à un moment donné de sortir. En fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gérant quand il lance son activité, quand il est passionné, il se dit bon, je fais quoi? Je me lance en tant qu'indépendant parce que j'ai une ADN, je veux vraiment envoyer quelque chose qui me ressemble, mais je suis un petit peu dans l'inconnu. Ou je me lance en tant que franchisé parce qu'au moins je vais pouvoir regarder un petit peu ce qui se fait, les process, emmagasiner pas mal de choses. Et du coup, souvent, il y en a qui prennent la solution indépendante, mais il y en a aussi qui prennent dans les deux solution, sens. dans les deux sens, ça va. Mais nous, aujourd'hui, on a beaucoup de passionnés qui sortent des franchises pour revenir dans cette forme un peu hybride de l'approche. Et on les accepte avec grand plaisir parce que ce sont des passionnés et tu as totalement raison sur ça. Mais souvent, quand c'est des grosses structures, ça amène très souvent aussi à un certain nombre d'adhérents, une taille de structure qui fait que des fois, on ne peut pas forcément avoir la même approche avec tout le monde. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si c'était clair ce que j'ai dit. On s'est éloigné. On s'est éloigné un peu. Ouais, mais c'était bien. L'archevêque, je finis juste sur l'archevêque. Il disait une chose que je trouvais ultra intéressante dans son livre, mais après, il le dit souvent, les grands entrepreneurs de ce monde, c'était de ne pas avoir peur de tester
que c'était dans le passage à l'action qu'on allait obtenir des réponses. Le français a tendance à tourner en rond au niveau de la prise de décision, à reporter, à se poser 50 000 fois les questions. Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que c'est le bon moment, etc. Alors que rien que le fait de passer à l'action apportera beaucoup plus de réponses, même si on s'est trompé, que de rien faire et de reporter cette prise de décision. Ouais. Et ben, 100% d'accord. C'est l'idée de se questionner. Plus tu te questionnes, bon, tu peux te questionner un petit peu pour mettre une vraie vision de là où tu vas, mais à un moment donné, se poser trop de questions, c'est aussi bloquer la mise en place de l'action parce que tu vas dans des étapes qui sont trop loin et du coup, tu ne sais plus comment y accéder. Donc, en effet, c'est se questionner, passer à l'action, passer à l'étape 1 et puis en fait, tu montes d'expérience, ce qui fait que étape 1, étape 2, c'est ce que fait Johan avec son approche avec la société The Mood où en fait, il te prend en main et il va t'accompagner étape par étape dans la mise en place des processus qui permettent de maîtriser la fidélisation. Et pour compléter le propos, même ce que tu dis est très juste, et moi je le vois aujourd'hui forcément avec la volumétrie de clubs que je peux avoir, les clubs qui surperforment sont ceux qui souvent perdent le moins de temps à passer à l'action. Voilà, c'est ceux avec lesquels c'est presque le plus facile. Ils y vont, ils enclenchent, ils testent et ils réajustent en permanence. C'est du test and learn permanent et clairement, c'est eux aussi qui tirent le mieux leur épingle du jeu, j'ai envie de dire, dans le business. Faut se brûler, mais pas trop fort, quoi. Voilà. Fabien, tu as fait la suite en parlant de The Mood. Bon, on va attaquer l'expérience client selon The Mood avec le cas concret de Fabien. Les origines de The Mood. Déjà, on est hyper content de mettre en avant une société pareille au vu de l'audience qui va nous suivre et nous regarder. Je pense que pour le fait de connaître cette solution-là, ce bonhomme aussi, parce qu'une solution comme ça naît forcément d'un cerveau qui a bien cherché. Moi, je trouve que c'est déjà top. Donc, voilà, grosse société. On est très, très fiers de t'avoir avec nous en tant que partenaire du réseau. Je sais que tu accompagnes déjà beaucoup de gérants et j'ai que des très, très bons retours. Tant mieux. Non, mais puis, ça paraît logique. Il fallait juste le mettre en place. C'est quelque chose qui existe dans plein de secteurs d'activité. Toi, tu nous l'as sorti pour notre secteur d'activité. Donc, feu. Donc, allons-y, délivrons le contenu avec grand plaisir auprès de l'audience. Quoi. Top. Merci. Ouais. Et du coup, avant de te poser la première question, je tiens juste à dire qu'on va passer durant la vidéo un QR code où vous aurez juste à le scanner et vous serez dirigé vers Johan. Laissez-vous guider. Passez à l'action. Ça sert à quoi de scanner le QR code concrètement? Concrètement, en fait, parce que moi je suis gérant encore, j'ai ma casquette. Vous allez pas m'avoir comme ça. Moi j'aime bien teaser, tu vois, c'est scan et tu verras, tu vois, on parlait de passage à l'action. Ça marche pas les gars, ça marche pas. Mais en fait, via le QR code, moi derrière je vais pouvoir leur offrir un audit. Donc l'intérêt en effet c'est de scanner le QR code, mettre vos coordonnées et derrière moi je vais vous offrir un audit qui va vous permettre de faire un point sur votre situation actuelle en termes d'expérience client, de votre bouche à oreille pour savoir où vous vous situez par rapport aux autres clubs. Quels sont les axes d'amélioration, parce que je mets déjà de la granularité dedans, pour pouvoir passer à l'action derrière. Voilà. Donc c'est le point de départ qui permet de voir après si en effet, il peut y avoir une collaboration ou pas, mais au moins on a déjà un état des lieux. Super, c'est une enquête, c'est ça? C'est une enquête exactement. De satisfaction client. On donne la parole au client. D'accord, donc en gros là on va aller certainement dans l'explication de The Mood, c'est ça, concrètement? C'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de fonder The Mood du coup? Tu as commencé à nous donner un petit peu de réponse tout à l'heure. On parlait de Movida et en effet tout ce travail qu'on avait fait à l'époque avait porté ses fruits puisque je vous disais on est passé en gros de un tiers de non-fréquentants au bout de 3 mois à 14%, donc on avait eu de la réussite et à l'époque en effet j'avais eu cette réflexion en me disant faut pas que ça reste à notre niveau en fait, il y a un vrai sujet d'expertise, il y a un vrai sujet de prise de conscience et ça faut le partager au plus grand nombre. Donc à l'époque sur mon Google Drive là je m'étais fait un dossier création d'entreprise, j'avais fait mon BP, j'avais fait tout ça à l'époque et puis bon c'était resté dans l'état parce que pas le bon moment, pas le bon contexte, pas le bon timing. Enfin voilà, à un moment donné, il fallait, c'est aussi ça. Il faut attendre que les planètes soient alignées, que la maturité professionnelle soit là aussi. Enfin, il y avait tout ça à attendre. Et puis en effet, l'année dernière, après pas mal de réflexions et d'échanges, j'ai remis le nez dans ce dossier-là. Et en remettant le nez dans ce dossier, pour le coup, les planètes m'ont semblé bien plus alignées qu'il y a presque 10 ans en arrière, même maintenant. Et c'est comme ça que j'ai décidé de relancer ce projet avec des premiers pilotes où ça s'est bien passé. Et puis, on a enclenché la vitesse suivante. Et du coup, quelle mission tu souhaites accomplir avec The Mood?
Il y en a deux. Il y a deux missions. La première, elle est que le sport s'installe de manière durable dans la vie du plus grand nombre. Moi, c'est un truc qui m'a toujours animé. Quand je suis rentré dans l'industrie du fitness, la première année, en tant qu'apprenti, j'ai peut-être contribué modestement à améliorer la vie de peut-être une centaine de personnes. Puis quand j'ai évolué, et notamment à la fin du groupe Movida, à l'année, je contribuais à mon niveau à faire bouger 30-35 000 personnes à l'année. Quand j'ai eu la chance de travailler pour Planet Fitness Group, Vanessa Jodard, Christophe Andanson, qui pour le coup sont très visionnaires et ont réussi à faire une boîte incroyable. Aujourd'hui en France, si on prend la Belgique aussi, l'Italie et le Maghreb, ça représente des millions de personnes qui bougent en fait grâce à leurs solutions. Et quelque part, moi, c'est toujours ce que j'ai cherché à faire, c'est de contribuer à faire bouger un maximum de monde. Et donc, en effet, avec The Mood, c'est ce que je cherche et d'installer de manière durable, parce que c'est pour ça que je travaille sur la fidélisation. Et donc, ce côté durable va amener du coup derrière de la croissance saine pour les entreprises, parce que ça, c'est le deuxième truc qui m'excite beaucoup, c'est la réussite des business. Et donc, forcément, l'un ne va pas sans l'autre pour moi. Voilà. Surtout que l'expérience client, c'est un point essentiel dans tout type de business, et surtout dans un club de sport qui est un business de service. Et du coup, sur l'expérience client, tu mets souvent en avant les sciences cognitives, les émotions. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire concrètement pour un club de fitness? L'expérience client, tout le monde l'utilise ce terme, surtout dans cette industrie, puisqu'on est dans une industrie d'expérience client. Par contre, demander la définition à quelqu'un, il va y avoir autant de définitions qu'il y a de personnes quasiment. Et en fait, il y a plein de manières d'aborder la définition de l'expérience client. Moi, ce que j'aime aborder, c'est par le ressenti. C'est-à-dire que c'est une évaluation. Ce qui va faire qu'on va dire si une expérience client est bonne ou mauvaise, c'est une évaluation du ressenti. Et ce ressenti-là, comment il arrive? On va comparer un référentiel qu'on s'est fait dans la tête avec ses années de vie, avec nos entourages, nos contextes, tout ce qu'on a notre vécu. Donc, on a un référentiel. On nous a fait des promesses en table de vente, par exemple. Voilà, on a fait des promesses, je me suis projeté, donc j'ai ce référentiel. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on me donne? Et puis, en fonction, si ce qu'on me donne est supérieur à mon référentiel, mon expérience client est bonne. Si ce qu'on me donne est inférieur, mon expérience client n'est pas bonne. Okay? Et donc, partant de là, comment s'évalue ce ressenti-là avec ce référentiel et cette petite équation que je viens de vous donner? Ça se passe en fait dans nos cerveaux de manière complètement inconsciente. Il faut avoir conscience que le cerveau prend 35 000 décisions par jour. 35 000 35 000, voilà. Donc, croyez-moi que... je pense que c'est pour ça que je suis fatigué le soir. Mais le problème, c'est ce que tu sais pas, c'est que ça c'est pas poussé à ton cerveau rationnel, tu vois. C'est un peu le problème. Et non, en fait, c'est de manière très inconsciente. Et c'est pour ça que les sciences cognitives, je les ai creusées, énormément travaillées, je me suis formé dessus. Parce que la réalité... Tu as fait une formation sur les sciences cognitives? Oui, parce qu'en fait, c'est là que prend l'essence, la naissance de l'expérience client et par le biais de l'équation que je vous ai donnée de l'évaluation du ressenti, en fait. Donc, c'est pour ça que les sciences cognitives et les émotions sont clairement le nerf de la guerre. C'est ce qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est ce qui fait qu'on reste ou qu'on reste pas. Voilà. Oui, donc pour toi, l'expérience client ne commence pas uniquement une fois que tu as signé ton contrat à la salle de sport. Le jour où... La première fois où tu es au contact de la marque, ton expérience, elle commence. C'est-à-dire, je vais même plus loin, tu passes en voiture devant un club, tu vois le logo, ton expérience commence. Je vais aller plus loin dans le raisonnement. Votre parking, et ça, c'est un écueil que je vois souvent avec des clubs que j'accompagne, les abords du club sont peu soignés, on va dire ça comme ça, avec des mauvaises herbes, ce genre de choses. Dans les faits, celui qui passe devant le club tous les jours va avoir un début d'expérience, en tout cas, il va avoir un ressenti, et c'est ce qui va faire que peut-être demain, il passera ou pas à l'action. Oui, c'est peut-être un ressenti en plus qui l'indique pas, c'est lui qui le ressent intérieurement. Il ne le conscientise pas. C'est trop intéressant. Et oui, parce qu'il me souvient que vous avez eu des échanges tous les deux, même ça vous alliez très loin sur l'odorat dans le club. Ouais, prenez une boulangerie, vous passez devant une boulangerie qui met des odeurs qui rappellent l'enfance, vous allez plus facilement rentrer dans cette boulangerie-là que celle qui n'a aucune odeur. C'est pour ça, Fab, qu'il faut pas qu'Anaïs mange du poisson. C'est vrai que quand ça sent le poisson, c'est plus compliqué. Mais bon, le fromage, c'est pareil, hein, messieurs. Juste pour ceux qui regardent la vidéo, quand même, c'est que visiblement, il y a Anaïs qui aime bien le poisson et puis les garçons, le fromage. Donc voilà. Ouais, quand on mange au club du poisson, l'expérience olfactive n'est pas forcément au top. Mais bon, juste pour contextualiser un petit peu, je me mets à la place des gérants qui nous écoutent. On est parti sur plein de sujets autour de la fidélisation, c'est hyper intéressant. Moi,
tu as fait des recherches, tout ça. On va aller plus loin après. Mais concrètement, The Mood, juste pour mettre 3 mots dessus, pour juste mettre un peu de contexte, si tu es d'accord. L'idée, c'est d'aller travailler l'expérience client, la satisfaction des adhérents qui est quelque chose de fondamental pour la réussite du club, la maîtrise de la rétention, pouvoir pousser du parrainage, la satisfaction quoi, de manière globale. Et tout ça, c'est nourri par des enquêtes que Johan va pousser, c'est-à-dire que le gérant n'a quasiment rien à faire. Moi, il est venu dans mon club, il a appuyé sur 3-4 boutons, pouf, c'était parti. Et en quelques jours, je ne pensais pas avoir des retours, mais en fait, ça a été nourri de retours. Et là, du coup, on a concrètement des retours précis de nos adhérents, et qui de mieux que nos adhérents pour nous pousser des choses à voir. Ben, je sais pas, personne. Et du coup, concrètement, ça s'est passé comment? Comment vous êtes rencontrés tous les deux et comment ça a été mis en place dans le club? Sûr que tu veux que je raconte la rencontre. C'est une histoire drôle ou pas? C'était au Pio, la première rencontre. Et t'étais là d'ailleurs. Ouais, tu me mettais, je crois, un tour de... Non, c'est pas ça? Non, je suis venu manger avec vous. Et on se connaissait pas encore. Et on a appris à se connaître, en effet, autour d'un repas. Et pour le coup, ça a été une discussion très honnête, pour le coup, et franche, et on n'avait rien à se vendre ni l'un ni l'autre. On était juste là pour parler du marché, faire connaissance, et c'est comme ça que ça a commencé, tout simplement. Et donc après, en effet, Fabien, avec son club, donc a travaillé avec les Smiths, et donc forcément dans ce cadre-là, on a été amené à se recroiser, à rediscuter. Smiths, entre parenthèses, partenaire Réseau Fit depuis longue date. Avec Vanessa et Christophe, on a beaucoup échangé. Ils ont toujours été là pour trouver des solutions, avancer, parce que eux, leur objectif, c'est de faire avancer le fitness de manière générale, faire bouger les gens. Et du coup, ce qui est fou, juste pour faire une parenthèse sur Vanessa, c'est que quand on commence à échanger, partenariat ou autre, à chaque fois, elle glisse sur un sujet profond de faire bouger les gens. Et en fait, on n'arrivait même pas des fois à aller au bout des échanges de partenariat, parce qu'en fait, elle voulait aller à la racine du problème. Et pour moi, ça veut dire beaucoup dans l'approche. On n'est pas là juste pour gagner de l'argent, on est là pour aller en fait trouver des solutions à des problématiques. C'est une bonne définition de Vanessa et Christophe, en effet, qui sont des gens, pour le coup, brillants, et en tout cas, qui ont ce prisme-là, clairement, pour aller chercher l'expérience client, pour le coup, et un sérieux sport dans la vie du plus grand nombre. Et donc, en effet, c'est comme ça, en fait, voilà, qu'on a construit la relation. Et puis, après, quand j'ai pris la décision d'arrêter mon aventure Planète pour monter cette nouvelle aventure entrepreneuriale, assez naturellement, j'ai appelé Fabien pour le prévenir, déjà, que j'étais plus dans ses interlocuteurs Planète. Et naturellement, comme on avait déjà commencé une relation, m'a demandé ce que je comptais faire. Et c'est là que je lui ai expliqué le projet. Je lui ai dit, écoute, voilà, je repars sur l'entrepreneuriat, voilà ce que j'ai envie de faire. Fabien a émis de suite pas mal d'intérêt pour le sujet, et du coup je l'ai mis dans le pilote directement, je l'ai mis dans les clubs pilotes en disant voilà, écoute, faut que je démarre. Club pilote, c'est les clubs test. C'est les clubs test, voilà, en disant écoute, voilà, il y a X questions que je me pose pour pouvoir faire avancer mon entreprise. Maintenant, soit je continue à me les poser, soit je passe à l'action et puis on voit. Et puis du coup, Fabien fait partie de ces clubs qui m'ont permis de passer à l'action et d'avoir des réponses qui, pour le coup, ont toutes été très positives et ont permis de construire le produit, le service, tout en s'appuyant sur tout ce que j'ai vécu, bien évidemment, avant dans les clubs Movida. Et du coup, ça a permis d'arriver à The Mood dans ce qu'il est aujourd'hui. Toi, c'est quoi que tu as trouvé percutant quand Johan est venu te présenter The Mood? Alors, en fait, pour moi, le sujet de la fidélisation, qui est un pilier essentiel de la réussite d'un club, c'est quelque chose qui est aberrant, en fait, dans le fitness, parce que je vois des dizaines et des dizaines de gérants. J'ai toujours cette image d'une voiture qui est notre club, où on met du carburant dedans, sauf qu'on a le moteur qui fuit, quoi. 33 personnes qui décrochent à 3 mois, mais je trouve ça incroyable de continuer à faire le focus sur l'acquisition, même s'il faut en faire de l'acquisition, mais sans à un moment donné détourner son attention et dire mais putain, on va taper dans le moteur, quoi, on va réparer les fuites du moteur. Mais je me permets de te couper, mais dans les faits, là où la personne vous coûte le plus cher, c'est au début. Parce que prenez tous les coûts de communication, d'acquisition, la table de vente, peut-être la séance d'essai, la signature du contrat, l'onboarding d'un nouveau client, enfin tout ça, c'est ce qui vous coûte le plus cher. Donc c'est là où il vous coûte le plus cher et c'est là où vous en perdez le plus, en fait. Complètement. Donc, voilà. C'est complètement, j'allais dire complètement con, bon je peux le dire. Je pense que tu peux dire ce que tu veux. C'est un peu écoute, tard, ça n'engage que toi. Ouais, je trouve ça un peu complètement bête du coup d'aller mettre de l'énergie autant sur l'acquisition et une fois que la personne est là, de ne pas aller mettre autant d'énergie dans sa fidélisation. Surtout que
tu nous le dis souvent qu'il y a une importance sur les 3 premiers mois. Le boarding est essentiel, mais il n'y a pas que ça. En fait, quand tu fais l'accompagnement avec Johan, il va te parler de marketing, des 5 sens, il va te faire rentrer dans ton club comme si tu avais mis les chaussures de tes clients. Enfin, c'était un moment difficile pour Fabien. Ça a été un moment difficile parce qu'en fait, moi, quand je suis donc du coup son carnet manager, son livret manager, j'ai donc plein de petits exercices à faire qui me permettent en fait d'optimiser ma fidélisation. Et quand je fais mes premiers exercices, je lui dis écoute, Johan, je suis désolé, je peux pas te dire que j'ai terminé parce qu'en fait, quand j'ai vu les merdes que je faisais, j'ai voulu le rectifier de suite. Oui, donc du coup, toi, tu commences à travailler avec Fabien. Donc, dans ton accompagnement, tu donnes un carnet. Oui, c'est vrai que c'est pas clair. J'aimerais bien que ça serait bien qu'on puisse vraiment dire ce que c'est cet accompagnement. Parce que, en fait, alors, comme tout à l'heure, je parlais de l'audit, qui est le point de départ, qui permet de voir où on est et ce qu'on peut faire ensemble. Alors, c'est quoi cet audit concrètement ? Alors, cet audit, concrètement, comme tu le disais, moi, j'ai une obsession, c'est de faciliter la vie du manager, du directeur. Je sais que trop bien ce que c'est, que les plannings sont surchargés et que c'est compliqué de tout faire. Donc, je veux pas être le énième partenaire qui vient prendre du temps et de l'énergie au gérant. Donc pour ça, en fait, tout simplement, je prends les commandes, je rentre dans le CRM et c'est moi qui m'occupe de tout, avec validation, bien évidemment, du manager. Et de là, on prépare une campagne. Moi, chez moi, je prépare tous les systèmes de collecte de la voix du client via des formulaires intelligents qui vont s'adapter aux réponses. Et donc, de là, une fois que tout est validé, j'envoie les campagnes. Quand les campagnes partent, derrière, mon système va évaluer en effet qui est satisfait, moins satisfait. Ceux qui sont satisfaits, je vais les inciter au parrainage, je vais les inciter à laisser des avis sur Google, ce qui permet là aussi de booster quelque part la visibilité et la notoriété du club. Donc de là, une fois que ça s'est fait, après on collabore ensemble d'une manière ou d'une autre, et en fonction de la manière dont on va collaborer, c'est là où on met en place de l'accompagnement. Donc toi, tu as eu un livret physique, maintenant pour information, je l'ai digitalisé, donc on est passé sur une digitalisation du... Je suis de l'ancienne école, moi. Ah, tu étais dans mes premiers. Mais du coup, on a digitalisé, mais l'expérience c'est la même pour le coup, parce que dans les faits, c'est juste qu'on gagne un peu de commodité, parce que ça permet de le faire sur une tablette, sur un téléphone, ce genre de choses, c'est un peu l'objectif. Et du coup, là, il y a 1 heure de formation. À l'issue de l'heure de formation, il y a un workshop à faire. Le workshop prend plus ou moins de temps en fonction de chaque manager, de son planning, du club, du contexte. Et grosso modo, il faut 1 semaine entre chaque workshop. Et à chaque fois, on refait 1 heure ensemble où on fait le point sur le workshop et on se projette sur le workshop suivant avec des contenus éducatifs, on va dire, autour du marketing, autour des sciences cognitives, autour de l'expérience client, pour que justement le gérant de club prenne conscience d'un certain nombre de sujets au fur et à mesure qu'il avance et qu'il prenne les choses dans l'ordre, en fait, et pas dans tous les sens. Voilà. Ok, un workshop, c'est des actions que tu dois mettre en place dans ton club ou pas du tout ? C'est des questionnements en fait qui doivent se poser. Et tout à l'heure, Fabien, par exemple, parlait des 5 sens. Et en effet, les 5 sens, c'est la porte d'entrée du ressenti et de l'évaluation au niveau du cerveau. Et c'est par là que ça passe. Et donc, du coup, vas-y, Fabien. Non, mais parce que c'est vrai, quand tu rentres dans ton club en tant que gérant, tu vois plus en fait. Tu vois plus. Et quand tu es obligé de regarder parce qu'on te pousse à regarder dans une direction, en effet, moi aussi, ma porte, elle bougeait un peu comme ça. Et en fait, c'est des petits détails. Il me dit, mais en fait, quand tu démarres, tu rentres dans ton club et déjà la porte d'entrée, elle bougeote un peu comme ça. En fait, c'est quoi le signal que tu donnes Inconscient. Inconscient, ouais, en plus. En fait, il est très mauvais. Donc aujourd'hui, si tu viens dans mon club, la porte, elle est resserrée, ça bouge plus, quoi. Voilà. Non, mais c'est ça. Mais tu as dit une chose qui est très pertinente et très courante, en effet. C'est que pris dans le quotidien, il y a plein de choses qu'on ne voit plus. Et c'est normal, c'est humain. Et tout simplement parce qu'on s'habitue. Mais en 1 heure, on peut régler plein de choses, en fait. Et des choses qui ne coûtent rien, pour le coup. Et mine de rien, ça fait bouger les choses. J'ai souvenir, pour l'anecdote, il y a un club que j'accompagne il y a quelques mois que je l'ai rentré. J'ai été sur son club et quand je suis arrivé sur son club, j'ai eu un ressenti, c'est rare que ça m'arrive, j'ai eu un ressenti négatif quand je suis arrivé sur le club. Et je ne l'ai pas forcément conscientisé, cherché à le comprendre de suite. On a été manger ensemble à midi et au retour, parce que je lui en ai parlé, j'ai dit je vais quand même me mettre dans la peau du client et comprendre. Et en fait, tout simplement, il y avait des mauvaises herbes devant son club, la peinture était un peu fanée par les UV du soleil, son enseigne également, et sa porte, elle avait des films qui étaient tout craquelés par le soleil. Vous rajoutez à ça une poignée de porte qui n'était pas bien, comme tu dis, elle était un peu de travers, parce qu'il fallait la changer ou la resserrer. Le cumul de tout ça fait que quand tu es client depuis des années, tu ne le vois pas non plus. Par contre, si tu es prospect,
que tu arrives et que tu as les sens qui sont en éveil au maximum parce que c'est une première expérience et donc on a cet instinct grégaire qu'on a hérité de millions et de millions et de millions d'années, qui est le mode survie. Et là, en effet, est-ce que je rentre ou est-ce que je pars, quoi, voilà. Et il y en a une partie qui vont prendre la décision de partir. Mais ça, c'est un bon exercice là, de se mettre en dehors de son club, dans la peau de son client. Et c'est de prendre 10 minutes, un quart d'heure et d'aller vivre l'expérience client. Mais avant même d'avoir du coup cette fiche de route à suivre, en fait, la première claque, moi, je l'ai prise quand en fait, Johan m'a présenté le rapport. Donc, en gros, il envoie les questions, d'accord, l'enquête. On récolte toutes les informations, toutes les datas. Johan fait son petit truc et il nous l'envoie. Et surtout, il nous la présente. Oui. Et là, moi, première surprise, je pouvais pas être club certifié The Mood. Donc, clairement, ça me faisait chier. Alors, je vais préciser parce que du coup, on passe à la certification, mais personne ne s'est entendu, on n'en a pas encore parlé. Exact. La certification The Mood, donc en gros, moi, ce que je fais, c'est que je mets des KPI, des indicateurs sur l'expérience client, d'accord, sur le bouche à oreille. Et à partir du moment où je mets en place ces indicateurs-là, dans la manière de mesurer, le score va de moins 100 à plus 100. Et au-delà de 40, on considère que l'expérience client est très bonne. Tous les clubs qui sont au-delà de 40, je les certifie, tout simplement. Fabien, en effet, claque parce que il n'est pas au niveau pour être certifié lors de ce premier audit. Tu étais en dessous de 40 ? J'étais en dessous de 40, alors j'ai halluciné. Alors bon. Tu étais en dessous de 40 ? J'étais en dessous de 40. Et donc, mais bon, je pourrais trouver toutes les excuses du monde. En tant que gérant, on adore trouver des excuses. T'étais pas super loin. J'étais pas loin, j'étais juste derrière. Mais bon, voilà, le contexte fait que des anciens clients qui partent avec mes gentils coachs que j'ai accompagnés quelques temps avant avaient reçu. C'est la vie des clubs. Hein. C'est la vie des clubs. C'est la vie des clubs. Donc forcément, quand ils ont reçu ça, ils se sont fait un plaisir aussi de me massacrer. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a découlé de ça ? Parce que là, moi, je voudrais que les gens comprennent concrètement. Ok, d'accord, c'est cool, mais mis à part resserrer la poignée, qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais vraiment, c'est top parce que moi, j'ai pu analyser grâce à ce retour d'enquête que ceux qui étaient les plus difficiles envers moi, c'était mes anciens clients. Là, Johan me dit, écoute, première étape, tu prépares un message, une communication par mail pour aller chercher tes anciens clients, leur expliquer pourquoi aujourd'hui les nouveaux clients sont ravis et satisfaits du club. C'est ce que j'ai fait. Quelques jours après, c'est reparti. Et suite à ça... C'est toi qui as préparé le mail ? On l'a fait ensemble. Et il y avait mail et possibilité de phoning. Il y avait aussi un contenu de phoning pour les équipes. Suite à ça, en fait, on a fait plein d'inscriptions d'anciens clients qui sont revenus au club parce qu'on a été les chercher. En fait, ils ont voulu nous dévaloriser. Et en fait, ça nous a servi pour aller les rechercher et éviter qu'ils aillent chez les concurrents. Et je vais même plus loin, et les retourner. Moi, c'est ce que j'adore quand il y a ce qu'on appelle des détracteurs, des gens qui, justement, ne recommandent pas l'enseigne et vont parler négativement d'une enseigne, de réussir à les faire revenir et à les convaincre que leur évaluation était mauvaise et que les choses ont changé, évolué, parce que tout évolue, et que finalement, aujourd'hui, ça répond à leurs besoins. Demain, c'est vos meilleurs ambassadeurs. Et ça, moi, c'est le truc qui m'excite presque plus que tout le reste. Les mots du Johan, prescripteur ou détracteur. Ouais. Promoteur ou détracteur. Ouais. Promoteur ou détracteur. Voilà. 86%, c'est ça ? De la communication d'un club se fait par le bouche à oreille ? Le bouche à oreille, c'est entre 65 et 92% en fonction des études qu'on regarde. Ça reste le canal de communication le plus puissant, le plus large, qui est dans les clubs, pour toute entreprise. Et dans les faits, c'est souvent celui qu'on s'occupe le moins, sur lequel on investit le moins, alors que c'est celui qui est le plus fort et le plus puissant. Voilà. Trop bien. Et toi, du coup, Fab, dans les retours clients, les premiers retours clients qu'il y avait eu, il y avait eu des choses particulières qui t'avaient marqué ou pas ? Ouais, parce que... moi, je dis pas là, moi je fais joker, c'est toi qui dis. Non, c'est pas ça. Non, c'est hyper intéressant. Ouais, parce que j'ai eu en fait des informations que je m'attendais pas en fait. Et du coup, j'ai pris une bonne claque sur certaines choses. Et là, je me suis dit, bon, il faut que tu prennes un peu de hauteur par rapport à ce que tu fais. Parce que des fois, on met de l'affect aussi. Beaucoup d'affect. Tout le monde. On met beaucoup d'affect. C'est quelque chose que tu retrouves, ça ? Tout le monde. Toutes les analyses ? Toutes les analyses. Et en fait, on va dire qu'il y a 4 catégories. Si je dois m'amuser à catégoriser un peu, il y a 4 catégories de scoring. Il y a ceux qui surperforment, qui arrivent à sortir des scores très élevés. Et généralement, ce sont les gérants qui, bien évidemment, déjà s'en sortent le mieux économiquement parlant. C'est ceux qui passent le plus vite à l'action. C'est ceux avec qui, franchement, on se met à travailler ensemble très facilement et très rapidement parce que ils ont compris un certain nombre de choses. Okay.
Voilà. Donc ça, c'est la première catégorie. Tu as la deuxième catégorie, c'est ceux qui sont juste au-dessus de la certification, donc juste au-dessus de 40, qui ont des scores avec quelques points de plus, où là, ça les conforte dans leur croyance de « je fais bien le travail », mais en même temps, ça leur donne quand même des éléments d'amélioration, et en effet, là, ça évolue derrière, on travaille ensemble sur ces sujets-là. Et puis après, il y a une troisième catégorie, qui est celle dans laquelle Fabien était au moment de l'audit, qui est justement là où, mince, j'ai quelque part un peu l'ego qui prend un tir, parce que je m'attendais quand même à être meilleur que ça, un peu plus beau que ça, et mes clients au final ne ressentent pas et ne remontent pas toute la valeur que j'essaie d'amener tous les jours, et ça c'est dur, psychologiquement c'est très dur. Donc c'est vrai que quand un club n'a pas la certification, pour moi c'est aussi difficile quelque part de le présenter, parce que je sais que pour le gérant ça va être désagréable. Et après il y a la dernière catégorie, c'est ceux qui ont des scores vraiment très bas, et il y en a, et eux c'est encore plus compliqué, parce que pour le coup émotionnellement parlant, toi Fabien tu parlais d'une claque, eux c'est pas une claque quoi, c'est clairement c'est un chaos technique quoi. Voilà. Ouais, je tiens à préciser, c'est pas que les clients qui font des retours, c'est aussi des anciens clients, et prospects. C'est tous ceux qui nous connaissent en fait. C'est pas forcément ceux qui ont passé le pas de la porte, mais malgré tout c'est important, parce qu'en fait c'est ce que pensent les gens du club, qu'ils soient clients, pas clients, anciens clients, en fait c'est ce qu'ils ressentent. Donc, c'est le reflet du bouche-oreille. Tous les avis sont importants. Bon, pour moi, ceux de mes clients encore plus, presque avec mon ego, je pense. Mais en réalité, tous sont importants. Oui, et tu as vraiment une corrélation entre le score que tu obtiens de cet audit et la réussite économique du club. Les taux de résiliation. Tout est lié là en fait. Tout est lié. Il y a des études qui l'ont très bien montré. Alors moi, il y a mon expérience en effet. Donc quand j'étais dans les clubs, où comme je vous disais, à partir du moment où on a amélioré les taux de rétention, ça a été les plus belles années économiques du groupe. Donc clairement, il y avait un lien évident sur le sujet. Et après, ça a été étudié également par un certain nombre de chercheurs, de scientifiques. D'essayer de mesurer justement l'impact de ces scorings et surtout de la satisfaction client sur le chiffre d'affaires. Et toutes ces études, à chaque fois, arrivent à peu près à la même conclusion. C'est-à-dire qu'à horizon 5 ans, c'est des augmentations de chiffre d'affaires qui sont de l'ordre jusqu'à 50%. Voilà, donc il n'y a pas de débat, il n'y a pas de doute sur ces sujets-là. En fait, ça a déjà été prouvé de manière très, j'allais dire scientifique, mais de manière très méthodique, en fait, avec de la recherche, et quantitative, qualitative, et donc il n'y a pas de débat, en fait. Aujourd'hui, c'est prouvé que l'expérience client qui s'améliore permet d'augmenter derrière des chiffres d'affaires et des rentabilités. Oui, voilà. Un indicateur de performance qui est hyper facile et que beaucoup de gérants connaissent, finalement, c'est le taux de résiliation, qui finalement est un peu la résultante de ce qu'on a mis en place dans la satisfaction de l'expérience client. Juste pour rappel, le taux de résiliation, je le dis parce que je sais que beaucoup de gérants n'arrivent pas à le calculer. Beaucoup de gérants savent combien ils ont de résiliés par mois. Et en fait, quand tu as ce chiffre et que tu as aussi le nombre d'adhérents que tu as dans ton club, tu peux avoir le taux. C'est facile, tu prends le nombre de résiliés, tu le multiplies par 100 et tu le divises par le nombre d'adhérents que tu as. Et là, tu auras le pourcentage. Et globalement, en France, tu te situes entre 2 et 7%. 7 pour les plus mauvais, 2 vraiment pour les meilleurs, souvent sur des small groups du coaching. Club généraliste, souvent entre 2,5 et 3, vraiment tu es au top niveau déjà. Donc en fait, si tu regardes là à date ton taux de résiliation mensuel et que tu commences à travailler avec Yoann et que tu vois ce taux de résiliation bouger, ça c'est ton indicateur de performance qui est bouger dans le bon sens. Dans le bon sens, je l'espère. Et ce que j'adore avec l'approche de Yoann, et un jour il me l'a expliqué comme ça, il m'a dit en fait, plutôt que d'attendre de voir le résultat de ce pourcentage baisser ou augmenter, en fait, ce que je te propose, c'est d'anticiper ça. C'est avant même qu'ils résilient, d'aller traiter leurs problèmes au quotidien. Et là, c'est puissant. Et le problème de pourquoi il y a beaucoup de gérants qui ne passent pas l'action sur ça, c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est pas trop palpable. En fait, c'est pas comme allez, j'ai fait 50 inscriptions dans le mois et j'ai vendu un panier moyen à 60 balles. Ça, c'est tangible. Alors que, et c'est dommage parce que si tu commences à essayer de prendre conscience de pourquoi c'est important d'aller taper dans la fidélisation de l'expérience client et quelles répercussions ça va avoir, peut-être pas dans le mois là, mais dans 6 mois ou dans un an. Là, on transforme des clubs en termes de rentabilité. Mais tu en avais parlé dans le premier épisode avec la construction de l'offre de tes taux de résiliation qui avait justement baissé sur l'année 2024. Et c'est certainement lié à votre travail. Ça y contribue, c'est pas que ça, parce que là, dans les faits, il ne faut pas non plus enlever toute la réflexion et toute la qualité du travail que fournit Fabien depuis des mois et des mois maintenant, et ton équipe aussi. Donc, dans les faits, c'est cumulatif, en fait. C'est-à-dire que je pense, et sous couvert de correction de Fabien, mais je pense en effet que ce que j'ai pu amener à Fabien, c'est
encore un peu plus de hauteur, un autre angle de lecture des choses qui lui a permis justement de continuer les efforts et d'être encore plus impactant que ce qu'il avait déjà fait, déjà amorcé avant que j'arrive. Voilà. En fait, quand tu es gérant, tu te poses toujours la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour améliorer mon club, pour maîtriser mes chiffres, pour maîtriser ma résiliation. En fait, quand tu sors un NPS comme le fait de manière aussi professionnelle... Alors juste NPS, Net Promoter Score, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous cherchez sur Internet, vous trouverez. Et avec tu vas nous l'expliquer après ce que c'est le NPS quand même. Je vais vous l'expliquer. Et avec autant de granularité que le fait The Mood, en fait, c'est comme si tu ouvrais le jeu de cartes. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'es plus en train de te dire, bon, je vais tester ça. Non, tu sais ce sur quoi il faut que tu tapes. C'est génial. Moi, tous les gérants du réseau qui ont déjà fait cette première enquête que Johan offre avec ce QR code qu'on vous remet dans ce podcast, c'est ça que ça permet. Ça permet d'ouvrir le jeu et de se dire putain, mais en fait, ça y est, tout est clair. Je sais ce qui va, je sais ce qui va pas et je sais où. Tu as un exemple précis les anciens clients, c'est le meilleur des exemples. Les anciens clients, c'est très. Et alors, on a été plus loin, c'est-à-dire qu'aussi, on a des retours sur qu'est-ce qu'ils auraient besoin de mieux dans le club. Moi, je sais que les kits de pump, il faut que je les change. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Parce que peut-être que le club ne peut pas changer les kits de pump de suite. En fait, on a préparé sur nos télés un échéancier par trimestre de toutes les actions qu'on va mener. Et ça, c'est cool parce que ça permet de maîtriser un petit peu les colères ou les ci ou les ça. De dire, voilà, on vous a entendu et on le déploie, Q3 2025 ou début 2026 ou autre. Et ça, c'est top. Parce que du coup, en fait, quand tu te sens écouté, forcément, ça augmente la satisfaction des adhérents. Quoi. Mais d'ailleurs, là, tu viens de lancer le groupe WhatsApp du club, là. Ouais. Je ne sais pas si c'est une idée du One, ça. Non, peut-être pas. On en a parlé. Alors, on en a souvent parlé. Alors, moi, je ne suis pas forcément à pousser le groupe parce que ça dépend en fait de la taille du club. C'est-à-dire qu'il y a des tailles de club où, oui, c'est la bonne idée parce que c'est gérable, clairement. Maintenant, il y a des tailles de club où c'est ingérable. Parce que quand vous avez 2, 3, 4, 5 000 abonnés, franchement, un groupe WhatsApp, vous ne pouvez pas le gérer, c'est impossible. Par contre, WhatsApp est un bon canal de communication dans le sens où presque tous vos membres ont WhatsApp et pour le coup WhatsApp fait ce qu'on appelle des chaînes en fait de diffusion et donc vous pouvez créer une chaîne où vous allez pousser l'actualité du club et donc c'est que descendant vos adhérents ou les personnes même vos prospects anciens clients qui seront là-dedans qui suivront la chaîne pourront juste interagir via un like, un cœur, un emoji, on va dire, mais ils ne pourront rien faire de plus. Et là, pour le coup, c'est gérable. Alors, c'est descendant, bien évidemment, mais c'est vertueux, par contre, sur le gain d'une émotion, on parlait des émotions, qui est la confiance. Et dans une relation commerciale, la confiance, si elle n'est pas là, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de réfléchir sous ces axes-là. Tout à fait. Nous, c'est vrai qu'on l'a lancé, mais en groupe d'échange. Bon, jusque-là, tout se passe très bien. Alors, on vient de le lancer au 2 janvier. Tout se passe très bien, c'est même plutôt positif. Je sais pas si j'ai vu que tu étais sur mon groupe du fitness club. Tu as vu qu'un des adhérents a demandé si quelqu'un pouvait venir s'entraîner avec lui. Enfin, je trouve que c'est des échanges qui sont très positifs. Après, c'est vrai que ça pourrait très vite tourner négativement. Oui. Donc, bon, on verra, l'expérience nous dira. Mais en tout cas, on a tenté. Et moi, je trouve ça cool parce que les adhérents, ils aiment bien connaître aussi l'histoire qu'il y a derrière un club, etc. Oui, parce que tu as envoyé une vidéo qui expliquait pourquoi tu avais lancé le club de fitness. Exactement. Et je trouve que ça met de l'autorité sur ce qu'on fait. Ça met un pourquoi. Les gens viennent s'inscrire dans un club, des fois, sans trop savoir où est-ce qu'ils mettent les pieds, etc. Là, ça engage les gens, ça crée une communauté, une vraie, en fait, derrière des valeurs qui se touchent. Voilà, donc, puis, ça vous rend plus humain, plus authentique, plus accessible. Et ça, c'est aussi un sujet aujourd'hui en termes de communication. Pour le coup, le côté authentique et le côté accessible, humain, aujourd'hui, ça fait partie des leviers. Et en effet, plus vous allez communiquer auprès de vos membres sur ce que vous faites et sur les coulisses, on va dire, du club, plus ils vous le rendront. Dans les faits, parce qu'après on reste des humains et ils peuvent parfaitement comprendre que les kits de pump tu peux pas les changer demain matin. Par contre, ils peuvent comprendre que tu as pris en considération le sujet, que tu as un prévisionnel, que tu as prévu de les changer et que en gros le sujet il est pris en charge, quoi. Voilà. Et ça ils peuvent le comprendre et l'entendre, il n'y a aucun problème. Tout à l'heure tu nous as montré la maintenance. Les informations, les affiches que tu donnes parce que Johan, quand une machine est hors service.
En fait, oui, en effet. En fait, le problème qu'il y a dans les clubs, c'est souvent on fait les choses très vite. Tout à l'heure, Fabien, tu disais on voit plus les choses, mais en effet, parce qu'on est pris dans une sorte de tsunami au quotidien, et du coup, on est à l'accueil, on gère peut-être un salarié qui est absent, ce genre de choses, et puis on a un client qui arrive, qui est mécontent, on va gérer ce client, et puis d'un coup on arrive, et puis on nous dit il y a la machine là, la presse, elle fonctionne plus. Bon, ok. Tu demandes à ton stagiaire qui est à l'accueil de sortir rapidement une affiche, elle est déjà prête, donc ça va vite, il l'imprime, hop, il prend un morceau de scotch, il la met 9 fois sur 10, elle n'est pas plastifiée, et très souvent c'est ce qui se passe en fait. Et c'est pas une question de mauvaise volonté en fait, c'est juste que c'est le quotidien, le contexte qui fait ça. Et en effet, dans les clubs que j'accompagne, moi je vais plus loin que juste donner la voix au client. Mon obsession, c'est la satisfaction client et la croissance du club au bout. Donc pour ce faire, je mets en place un certain nombre d'outils, d'aide et de formation et d'accompagnement pour aider les clubs justement à améliorer ces sujets-là. Et donc notamment le sujet de la maintenance, plutôt que faire une affiche basique, voilà, comme je viens de la décrire, eh bien, on va mettre dedans du contenu qui va permettre de conserver la confiance du client et de conserver l'empathie du client et qu'il comprenne bien qu'on est en train de gérer le sujet. Et du coup, forcément, ça donne beaucoup de choses de manière complètement inconsciente. C'est-à-dire qu'on passe d'un sujet où même celui qui n'utilise pas la machine, quand il passe devant et qui voit la fiche habituelle, lui va se dire « Oh, c'est en panne ». Et puis pour un peu que ça dure 15 jours ou 3 semaines, il va dire « Les machines sont tout le temps en panne », alors qu'il ne l'utilise même pas. Mais ça, c'est un fait. Et inconsciemment, il va se dire ça. Alors qu'avec les types d'affiches que je propose au travers de mon accompagnement, en effet, quand les gens vont passer devant, même ceux qui n'utilisent pas, ils disent « Merde, ils sont pros. Ils sont pros, en fait, et c'est géré. » Voilà. Et c'est vrai qu'en fait, un gérant de club de fitness que je suis, soit un problème, quand il arrive, on veut le traiter rapidement, on ne prend pas trop le temps, souvent. Et le problème, c'est que le temps qu'on ne prend pas là, on le prend après à devoir gérer les problèmes. C'est vrai, hein. Même ça prend plus de temps à gérer les problèmes. Ça prend plus de temps à gérer les problèmes. C'est les rustines sur les pneus des cyclistes. Mais complètement. Et je pense qu'il vaut mieux prendre le temps pour mettre un bon coup sur un truc et ne plus à y revenir dessus tous les jours et à maîtriser, anticiper les problèmes ou les objections des clients, etc., plutôt que de le faire vite fait et de devoir passer son temps après à gérer les problèmes. Oui, et là, l'UA nous fait gagner du temps. C'est-à-dire qu'en fait, en plus de ça, ça nous prendra autant de temps que d'imprimer notre affiche classique. Parce que lui, il l'a déjà fait, pensé, réfléchi, et son expérience fait qu'en effet, son affiche, elle est juste géniale, quoi. Oui, et dès qu'on commence à attaquer les travaux sur l'expérience client, la fidélisation, etc., c'est des travaux où les résultats, en plus, seront perçus à 1 an, voire 1 an et demi. Ouais, ou alors des fois moins ça. Ça peut aller plus vite. L'exemple de Fabien sur les anciens clients, voilà, en 3 mois, les premiers résultats là. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses en fait. Les résultats financiers. Oui, financiers. En fait, si tu veux, pour moi, il y a ce qu'on appelle les quick wins. Tu vois, c'est vraiment, voilà, on met en place des choses. Les quick wins. Les quick wins. Les quick wins. Ça va. Oui, j'ai un bon anglais, tout va bien. Les quick wins. Donc non, mais en effet, il y a une volonté qui est de rapidement avoir des résultats déjà sur les premières choses. Ouais. Donc très rapidement, on déploie des éléments qui vont permettre déjà d'avoir des premiers signaux, des premiers retours clients qui vont être positifs. Après, en effet, c'est un travail de longue haleine. L'expérience client, c'est pas quelque chose où on fait une action coup de poing en 1 mois et puis ça y est, c'est bon, c'est gagné. Non, c'est un truc qui se travaille jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Ça, c'est un fait et il n'y a pas de discussion sur ça. Maintenant, pour le coup, en effet, Fabien, sur le sujet de ses anciens clients, en même moins de 3 mois, en 2 mois et demi... et c'était aussi financier parce qu'ils sont revenus. Les résultats étaient là, en fait. Voilà. Ce qui est génial, c'est qu'on a pu savoir que c'était bien nos anciens clients qui sont revenus s'inscrire et puis... Non, vraiment, c'est bien. Et puis, issus d'un mail. C'est-à-dire qu'ils sont venus s'inscrire suite au mail qu'on a envoyé. Donc, non, les résultats, ils peuvent être directs et ça, c'est cool. Ça. Quoi. Et après, le long terme, ce que disait un peu tout à l'heure Fabien, et j'aime aussi à penser les choses de cette manière-là, c'est-à-dire que quand on est gérant de club, on a beaucoup de chiffres à regarder, beaucoup de KPI. Et souvent, ce qu'on regarde, ce sont des KPI que moi j'appelle de conséquences. C'est-à-dire qu'on va regarder une évolution de chiffre d'affaires, on va regarder un taux de transformation, un flux, on va regarder ce genre de choses. Mais en fait, tous ces KPI-là, c'est les conséquences de ce que j'ai fait sur les jours, les semaines, les mois, voire parfois les années précédentes. Et quand il y a une variation à la hausse, on est content. Quand il y a une variation à la baisse, c'est plus compliqué. Et quand on doit essayer de comprendre le pourquoi de la variation, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, c'est très compliqué. Souvent, c'est un peu chercher, passez-moi l'expression, mais une aiguille dans une meule de foin. Et en fait, le travail que je fais, de mettre les KPI en amont, en donnant la voix au client et bien évidemment en analysant tout ça, permet
d'avoir des KPI de cause, pour le coup, et du coup d'agir avant qu'il soit trop tard. Voilà, le truc que j'adore, c'est quand je discute et parfois avec des directeurs expérience client dans des groupes ou ce genre de choses, qui te disent, voilà, moi je fais tout ça, et j'en ai eu un il n'y a pas longtemps qui me dit, ah non, mais moi je demande à mes clients quand ils finissent, quand ils résilient leur abonnement, je leur demande pourquoi. C'est super dans les faits, parce que déjà, ils demandent. Voilà, il y en a plein qui ne demandent pas. Donc déjà, le fait de le demander, c'est bien. Mais à chaque fois, la réponse que je fournis est tout le temps la même. C'est, mais est-ce que ce serait pas mieux de demander avant qu'il ait envie de partir? Ben oui. C'est puissant. Voilà. C'est ça le sujet. Seb, est-ce que tu serais d'accord que on relance cette formation qu'il faut faire à nos coachs, cette phrase que Johan nous dit de dire à tous nos coachs maintenant avant qu'on Oui, oublie. c'est ce que j'allais dire. Ouais, parce que... Enfin, moi, j'avais pas oublié. Hein. Ah, t'avais pas oublié, toi? Non. Expert Johan, comptable, il a tout en tête. Johan, il a une phrase. Vas-y, mais je te laisse nous expliquer à qui il faut la dire et qu'est-ce que c'est? C'est quoi, une formation de faire continue? Ouais, en fait, je vais même aller plus loin que cette phrase. En fait, cette phrase elle est sortie de la conférence, d'une des conférences que j'ai fait au réseau FitMeet. Et en effet, dans les tips, il y a une phrase en termes de formation et d'accompagnement continu des équipes. Il y a une phrase qu'ils doivent tout le temps dire à tous les membres, tous les jours, à chaque fois qu'ils les voient. C'est « Comment s'est passée votre séance aujourd'hui ?» Cette phrase, elle est basique. Mais posez-vous la question, objectivement. Aujourd'hui, à combien de personnes vous l'avez posée? Je suis presque sûr à 0. Voilà. C'est une question qu'il faut poser systématiquement et elle doit être posée mais des centaines de fois tous les jours. À quoi elle sert cette question? Cette question permet de renforcer la confiance, permet de renforcer le lien et permet de réajuster s'il y a un problème. Parce qu'en effet, parfois, la séance ne se passe pas bien. Et quand elle ne se passe pas bien, c'est mieux de le savoir. Et quand on le sait, on peut proposer une remédiation, une solution, quelque chose pour que ça se passe mieux. Ouais. Voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment la question maître et on peut enclencher des choses derrière. Et ça, c'est la première question. Et la deuxième question, du coup, que je n'avais pas mis dans la conférence, mais là, je l'ai dit, c'est que cette question-là, on peut même la poser à ses collègues, en fait. Comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Parce que dans les faits, encore une fois, on est des humains. Et aujourd'hui, moi, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques mois, années, j'ai une collègue, je lui demande comment elle va. Je la croise le matin, je dis « Salut, ça va ?» Pas trop, Johan, aujourd'hui. Pas habitué, généralement, quand on demande à un collègue comment ça va, il dit toujours « ça va ». Tu vois. Sauf que j'avais créé une relation avec cette collègue qui fait qu'elle m'a dit « non, ça va pas trop ». Qu'est-ce qui se passe? Forcément, là, j'interroge. J'aurais pu passer à côté. Et puis là, avec beaucoup d'humour, m'explique qu'elle est dans sa période de petits soucis que peuvent avoir les femmes. Je lui dis, ok, très bien, merci de me l'avoir dit. J'ai adapté forcément mon management sur la journée. J'ai été un peu plus souple sur 2-3 sujets avec elle, en tout cas parce que je savais que c'était plus compliqué pour elle aujourd'hui, qu'elle avait plus de fatigue, du mal au ventre, des choses comme ça. Et en fait, dans les faits, même aux collègues, vous pouvez leur demander. Parce qu'en fonction, il y a des jours où ça va, des jours où ça va moins bien. Et des jours où ça va moins bien, on peut peut-être aider un petit peu plus son collègue à être plus performant. Mais tu sais que moi, j'ai été le cobaye de Fabien sur cette question. Ah, mais moi, tout ce que tu me dis, Johan, je teste. Sorti d'un cours de bike, moi, j'étais bien. Alors, Sébastien, comment s'est passée ta séance? C'était ça la question. Ouais. Ouais, mais ça m'a marqué. Mais tu sais que ça ouvre vraiment à une réponse, encore une fois, ouverte. C'est très positif. Hein. Mais bien sûr. Je sais pas, même la formulation, elle ouvre à quelque chose. Ce que j'ai ressenti sur le moment, c'est que... Il s'intéresse à moi. Exactement. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est trop fort. Ouais. C'est très positif. Je suis pas mentaliste. Hein. C'est très très positif. Et franchement, pour les gérants qui sont avec nous aujourd'hui, qui nous écoutent, testez-le. Franchement, testez-le. Ça coûte rien. Et dites-le à vos coachs. Et franchement, on processe tous les jours de manager. C'est combien de fois vous avez dit la phrase aujourd'hui, comment s'est passée ta séance, Sébastien? Et ça coûte rien. Hein. Ah non, ça coûte rien du tout. Et ça ne coûte rien. C'est puissant. On devrait payer des gens qui, toute la journée, posent cette question. Bon, ça sera un autre sujet. Non, en fait, on a mangé ensemble tous les juste trois avant, là. à midi, là, parce qu'on a eu des soucis sur la matinée pour enregistrer le podcast. Et on a eu cette discussion où Fabien se disait, mais pourquoi pas embaucher quelqu'un qui s'occuperait d'aller chercher les serviettes des adhérents, leur demanderait... Non, on créerait du lien avec nos adhérents et passerait leur temps, leur journée à savoir justement si la séance s'est bien passée, à peut-être pousser des cartes parrainage, à aller vraiment dans le sens de l'expérience client à fond. Et là, Johan nous a sorti du chapeau
une solution incroyable. Oui, Allez, parce que ta solution, elle coûte trop cher. Je voulais avoir pour un le coup d'avance, coup. c'est sûr que tu veux. J'aurais voulu l'expérimenter un peu. Quoi. Bon, c'est la suite dans 10 épisodes. Bon, si, on peut leur donner quand même. Mais, ouais, vas-y. Bah, Donne-la, du coup, Johan nous dit non, mais vas-y, c'est toi qui l'as trouvé. On te laisse la. Non, ben, alors, en effet, l'idée sur le papier, elle est intéressante. Objectivement, elle est intéressante d'avoir quelqu'un qui peut s'occuper du boulot un peu de customer success. Voilà, ça, c'est super intéressant. Maintenant, dans les faits, en effet, c'est coûteux. C'est compliqué de mise en œuvre et ça demande déjà une économie au niveau du club qui est solide. Maintenant, ce que je t'ai répondu, j'ai dit, mais en fait, pourquoi tu n'envisages pas tout simplement de faire je ne sais plus comment je te l'ai expliqué, mais de faire en fait un pack ambassadeur et de mettre en place justement toute une stratégie où, par le biais justement du travail qu'on fait ensemble, on arrive à identifier ceux qui font déjà la promotion du club. Parmi nos clients. Voilà, parmi les clients, ceux qui sont très satisfaits. Et tout cela, on en fait des ambassadeurs. Et sur ces ambassadeurs-là, en effet, on met en place ce qu'il faut avec un pack, avec une tenue, avec tout ça. Et c'est un peu ceux qui vont pouvoir guider. C'est ceux qui connaissent bien le club, qui connaissent l'ADN. Ils ont été préparés. Et typiquement, c'est un peu comme au JO. Vous avez ceux avec la casquette et la tenue qui renseignaient tous les gens. C'était tous des passionnés. Là, en fait, le passionné, c'est votre client qui est passionné. Et il devient un ambassadeur. Et vous créez juste un petit peu de moyens pour l'aider à mieux informer les nouveaux. Et les nouveaux, du coup, vous pouvez très bien évidemment leur expliquer qu'il y a des ambassadeurs dans le club et que tous ces ambassadeurs, peuvent les orienter, leur amener les bonnes réponses et ainsi de suite. Et en plus, c'est sûr, il y en a, ils en ont envie. Moi, j'en suis sûr. Toi, tu as lancé... T'as lancé les diffusions des photos de tes... Pas encore là, ou peut-être, je sais pas, parce que Marie me disait qu'elle a préparé la boucle. On travaille avec MG InStore Media. J'embrasse du coup toute l'équipe parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ouais. Et en fait, on a créé une boucle. On a fait une boucle pour la vente. Ce que je disais dans l'ancien podcast, si vous ne l'avez pas regardé, vous pouvez le regarder. C'est un podcast qui parle de l'offre et l'optimisation pour aller augmenter son chiffre d'affaires de 50 000 euros. Et on a fait une autre boucle pour nos adhérents, en effet, mais ce n'est pas encore lancé, où l'idée, c'est de mettre à l'honneur nos adhérents et nos anciens adhérents, et notamment ceux qui ont plus de 10 ans d'ancienneté dans le club, avec une photo, un petit texte qui présente un petit peu qui ils sont, etc., pour les mettre en lumière. Et en effet, tu as raison, Sébastien, ça pourrait être des ambassadeurs incroyables. J'en suis sûr. Tu as pris en photo Michel. Ouais. Et tu vois qui c'est qui participe dans le groupe WhatsApp? Oui, j'ai vu, C'est Michel. Ouais, c'est clair. Donc, et tous les clubs ont des adhérents comme ça. Hein. Ouais. Et ils ne demandent que ça. Ils ne demandent que ça à être des ambassadeurs. Certain. Attends, si un jour tu veux aller traquer du fly ou si tu veux distribuer des cartes parrainage, forcément, si tu as 10, 15, 20 personnes qui seront trop heureux d'un coup de main, pourquoi s'en priver? Déjà que c'est hyper compliqué d'aller récupérer tous ses coachs, son équipe de vente pour faire tout ça. Ça coûte de l'argent, c'est tous au même moment. Des fois, il faut fermer le club. Enfin, c'est hyper compliqué d'aller... Donc, ça peut être vraiment un vrai levier. Merci, Johan. C'est bien. Non, vraiment. C'est bien d'ouvrir sur le parrainage. Fait Est-ce que tu as remarqué qu'avec ton travail, il y avait un impact sur la communication des adhérents à l'extérieur du club? Est-ce que tu as vu un impact positif Alors, il n'est pas mesuré aujourd'hui, donc je ne peux pas te donner un KPI précis sur le sujet. Par contre, en effet, à chaque fois qu'on fait les campagnes et après les campagnes, faut avoir conscience que moi, les clubs, je les accompagne sur des communications ciblées en mode, voilà, vous nous avez parlé, on agit. Et en accompagnement les clubs sur ces sujets-là, systématiquement, il y a des retours. Et les retours, en effet, sont des retours bien évidemment très positifs et qui stimulent le bouche à oreille. Donc après, je n'ai pas de KPI précis parce qu'aujourd'hui, c'est trop disparate, on va dire, pour pouvoir bien le mesurer. Maintenant, en effet, il y a, par contre, pour recouper sur le parrainage et notamment les avis, comme je vous ai dit tout à l'heure, mes systèmes détectent ceux qui sont très satisfaits. Donc à partir du moment où mon système va détecter que quelqu'un est très satisfait, il va l'inciter à aller parrainer ou à laisser des avis. Voilà. Si on prend par exemple le club de Fabien, sur 2 campagnes, puisqu'on en a mené 2, on a généré, alors je ne sais plus les chiffres en tête, pardon, on a généré 2 ou 3 parrainages de mémoire, et on a généré plus d'une centaine d'avis, je crois, en tout pour Google. Ouais. Voilà. Oui, après, j'essaie de me rappeler ta conférence au réseau FitMeet. Mais c'est pas sur les parrainages que tu disais, c'était que un adhérent qui quitte le club
ne va peut-être pas dire pourquoi il a quitté le club. Ah oui, c'est autre chose. Oui. Je vois très bien où tu veux aller en termes de KPI, de chiffres, de stats. En effet, c'est une étude qui a été menée par l'IRSA. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a 70% des gens qui quittent un club, le quittent suite à une mauvaise expérience, en fait. Voilà. Et cette stat que tu voulais que je dise. Et l'autre stat qui est derrière, c'est que sur tous ceux qui partent, seulement 4% disent pourquoi ils partent. Donc, moralité de l'histoire, vous voyez vraiment que la partie émergée de l'iceberg, et il y a 96% de ce qui se passe dans votre club, en fait, vous ne le savez pas. Voilà. Alors après, il y a l'expérience, il y a l'intuition, il y a tout ça, bien évidemment. Moi, j'ai des gérants qui me disent « Ah, mais moi, je suis très proche de mes adhérents, très proche de mes équipes. » Oui, bien sûr. Mais quand on lance l'audit, il y a toujours des choses qui ressortent et ça permet justement de mettre en exergue des histoires que les gens ne connaissent pas ou que ça ne remonte pas aux oreilles du manager. Mais d'ailleurs, en parlant d'histoire, pendant les réseaux FitMeet, tu as fait faire un petit exercice au début de la conférence où tu as fait fermer les yeux aux gérants. Et en gros, tu décrivais l'expérience qu'avait vécue une adhérente dans un club. Et en fait, cette expérience-là, tu l'avais ressortie d'un avis qu'elle avait déposé sur les réseaux, c'est ça? Pas sur les réseaux, via mon travail, en fait, via le travail avec The Mood. On a réussi à trouver cette histoire. Le gérant du club, et tout à l'heure tu parlais de claque, en effet, il tombait de haut parce qu'il n'imaginait pas une seconde que cette histoire ait pu se produire dans sa structure. Et donc, en effet, cette histoire, pour recontextualiser pour les gens qui n'étaient pas là au réseau FitMeet, c'était tout simplement une cliente qui avait été recadrée, on va dire, de manière un peu sèche par la coach lors d'un cours. Et cette cliente a très mal vécu la chose. Au final, elle a résilié son abonnement, elle a résilié les 2 abonnements de ses enfants. Et donc, c'est clairement non seulement une perte directe économique, mais c'est aussi une perte, et j'y reviens encore, sur le bouche à oreille. Parce que cette personne va clairement parler négativement. Et donc, en effet, pour le coup, sur ce cas précis-là, le manager a pris son téléphone, a appelé la personne pour mieux comprendre, s'excuser bien évidemment, et essayer de la retravailler, de la reconvaincre à revenir au club. Voilà. Mais ça, sans mon travail, il ne l'aurait jamais su. C'est pour ça qu'on vous dit que Johan vous donne ce que ne disent pas les clients. Oui, c'est ça. C'est comme si tu mettais un gérant dans une pièce fermée, dans le noir complet, et que d'un coup, c'est vrai, et en fait, sa société elle stagne et elle sait pas trop, alors il y a le Covid, il y a ci et ça, mais ça stagne, ça va pas assez vite, et une société qui progresse pas, elle finit par mourir. Et à un moment donné, paf, tu as The Mood qui arrive, qui met un coup de projet, il allume la lumière en fait. Et là, il sait où est-ce qu'elle est la porte de sortie. Et donc, il sait l'action qu'il doit faire. Parce que, en fait, on ne la voyait pas jusque-là. Moi, je l'imaginais comme ça. Voilà. Je ne sais pas si ça parle. Je vais te donner du poids. L'image est bonne. Je vais te donner du poids par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, j'ai une connaissance qui avait testé un Basic Fit et qui avait arrêté, pas au bout de fréquenter le club, pas au bout de 3 mois, mais bien avant. Et là, qui s'est inscrit dans un club indépendant. Et dans sa formule, il y avait justement un premier rendez-vous avec un coach pour tester, apprendre à se servir de quelques machines, faire un programme, etc. Et en fait, le soir, elle m'écrit, parce que moi, du coup, je défends les indépendants, l'accompagnement et tout ça. Elle me dit, bon, écoute, j'ai fait mon premier rendez-vous là, et franchement, ça s'est super mal passé. J'ai le coach qui m'a pris en catastrophe à 18h. Il est resté sur son téléphone toute la séance. Il m'a donné aucun conseil. Il ne m'a pas demandé quels étaient mes objectifs. Est-ce que j'avais des douleurs? Et du coup, elle est sortie de là, mais trop mal. Et ça va plus. Et au bout d'un moment, elle était en train de faire une machine et elle lui dit... et elle me dit... je lui ai demandé quel cours collectif je devais faire. Et en fait, il n'a même pas entendu parce qu'il était sur son téléphone. Et le truc fou de cette histoire-là, c'est que... tu vas me donner le nom du club, je vais le contacter, je vais avoir une discussion avec lui. En parallèle, son conjoint, qui a allé dans le même club, a fait également son premier rendez-vous, et lui, il a eu une expérience complètement dingue. Et donc, c'est là qu'il faut aller donner la parole aux clients. Et faire attention aussi à ses coachs, parce que les coachs, c'est un peu c'est ceux qui sont au front, quoi. Hein. Et si eux, derrière, ils vous disent que ça va pas,
Mais l'expérience client, elle est dingue. Mais, en fait, ce que tu décris là, c'est en effet courant. Alors là, le cas est un peu extrême pour le coup, et en effet, visuellement, on a quand même un coach qui a besoin d'un gros recadrage, je crois. Mais au-delà de ça, en fait, si tu veux, après, c'est des sujets de contexte également. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que, voilà, qu'on a tous notre vécu, notre contexte, nos compétences, nos expériences. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'anecdote d'une collaboratrice qui était sur un jour pas top. Évidemment que si elle était coach et si elle faisait un encadrement client, il aurait été moins bon que le jour où elle est au top. Et ça, le fait de le savoir, permet aussi de gérer ce genre de situation. Et donc, en fait, dans les faits, à partir du moment où on donne la parole, ces histoires, elles remontent et ça permet du coup de mieux manager aussi ses équipes et donc derrière de pouvoir apporter des actions correctives sur l'expérience client. Oui, mais là, du coup, c'est remonté parce que moi, je connais cette Oui, personne. mais il ne travaille pas avec moi, donc... Mais le truc, c'est que ça peut arriver à n'importe quel gérant. Ça, tout le monde. Tout le monde, ça peut nous arriver à tous. Et en fait, Sébastien m'a dit, mais est-ce que je dois écrire à ce gérant ou pas? Est-ce que je dois l'appeler? Je dis, mais s'il te plaît, il faut le faire. Oui, fais-le. Parce que moi, si tu savais ça sur mon club, je t'en voudrais de ne pas me le dire. Parce que des fois, ça peut arriver, en effet, voilà, ça peut vite se recadrer, mais faut-il encore le savoir? C'est ça, exactement. Ouais. Oui, donc il faut passer à l'action et écrire à Johan. Oui. Oui. En tout cas, toi, Fabien, ça fait combien de temps que tu utilises le service On a commencé cet été. Ouais, ça fait depuis cet été. Ça fait 6 mois, un peu plus de 6 mois. Ouais, c'est quoi ta question? Vous pouvez répéter la question? Je t'en avais pas posé encore. Si, c'était depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Voilà. 6 mois. Et du coup, tu peux nous faire un petit bilan de... Bilan, comme je l'ai dit, j'ai essayé de l'imager à plusieurs reprises. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui manquait cruellement. Bon, ça se fait dans plein de secteurs d'activité. Oui, surtout dans l'hôtellerie, on nous dit souvent... Oui, l'hôtellerie, c'est obligatoire. Même dans les toilettes des aéroports, à un moment donné, tu as un bouton pour dire si tu es content, pas content. Enfin, en fait, partout. Et s'ils le font, c'est pas pour perdre de l'argent, c'est pour en gagner. Hein, soyons clairs avec l'idée. Donc, quand moi, j'ai su du coup que c'était Johan qui lançait ce projet-là, forcément, ça m'a sécurisé parce que ça peut être mal fait. Clairement, un retour client, il faut que ce soit chirurgical, il faut que ce soit fait avec de la précision, des retours précis. Voilà. Et donc, du coup, j'ai été rassuré par l'idée que ce soit Johan. Donc, j'ai dit, écoute, banco, feu, je veux voir ce qui se passe dans mon club, quoi. Et donc, on a fait cette première enquête. Et puis, moi, derrière, l'enquête m'a dit, en fait, ouais. Il te fallait, j'avais jamais. Moi, quand j'ai regardé ça, je l'ai bu le truc parce que je trouvais c'était hyper intéressant. C'est comme si on me révélait le jeu en fait. Et voilà. Donc derrière, on a tout mis en place. Pas encore tout parce qu'il y a plein de choses à mettre en place. Il en reste encore. Et puis à chaque fois, ce que j'aime bien avec Johan, c'est que. Tu as la certification là, ça y est ou pas? Ça y est, je l'ai reçu. Oui, ça y est. J'aurais dû l'amener. T'as pas amené la certif. Ce que j'aime avec Johan, c'est que chaque mois, il me dit regarde ce que j'ai fait. Et là, il me sort son petit truc et il dit regarde ce que j'ai fait. Et là, c'est génial. Je vois le parcours client avec des zones en vert, des zones. C'est trop bien parce que du coup, tu sais à quel endroit. Toi, en plus, tu n'avais jamais travaillé avec autant de précision ton expérience client. Mais aujourd'hui, je veux dire, si tu n'as pas ces retours-là précis à tous les moments de la vie d'un client, tu peux pas. Alors, quand on dit que l'expérience client est tout autant important que la partie vente et tout ça, j'espère qu'il y a une prise de conscience qui a été faite. Moi, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est même plus important. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que la vente est une composante de l'expérience client. En fait. Oui, c'est le fameux moteur dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Si on vend, mais que le moteur il fuit, à un moment donné, dans 10 ans, il ne faut pas se plaindre si la renta du club elle stagne. 10 ans, si on existe encore. Ouais. Si ça existe encore. Ouais. Non, mais c'est quand même incroyable, quoi. Putain, le focus, il est là, quoi. Déjà, vendez au bon prix, mais ensuite, derrière, focus, fidélisation. Une fois que ça c'est fait, on repart sur l'acquisition, la vente et l'optimisation des dépenses. Mais la fidélisation, c'est vraiment un pan incroyable. Et tant qu'on ne prendra pas conscience de cette urgence d'aller taper dedans pour se différencier des concurrents, pour optimiser la satisfaction de nos adhérents, pour booster le parrainage, pour maîtriser la KPI de la résiliation avant l'impact, etc., en fait, non, tu pilotes pas. Tu pilotes pas. Johan,
Vous voulez rajouter des choses? Non, moi, je redis quand même, je suis très content parce que autant tout à l'heure, je disais, quand il n'y a pas la certification et que les scores sont en dessous, c'est dur émotionnellement parce que tu te dis, putain, je sais que le gérant en face de moi, il va prendre une claque. Quoi, tu vois, donc ça, c'est désagréable au possible, faut être honnête. Par contre, quand tu arrives au deuxième audit, que tu vois que le travail est payé, qu'il y a la certification. Lui, il le sait pas. Lui, il le sait pas, mais moi, je le sais parce que c'est moi qui travaille les data. Donc, du coup, je vois ça et là, je prépare le call et je me dis, ça va être un super call. mais attends, mais t'as pas expliqué du coup ce que c'était le NPS? Ah oui, le Net Promoter Score. Alors, le Net Promoter Score, en fait, c'est déposé. Hein, en fait, c'est tout simplement, c'est la fameuse question, et je suis sûr que tout le monde a déjà répondu à cette question, c'est sur une échelle de 0 à 10, quelle est la probabilité que vous recommandiez votre enseigne, votre club à votre entourage? Voilà, quasiment tout le monde a déjà vu passer cette question. En fait, tous ceux qui vont répondre entre 0 et 6, on va les considérer comme des détracteurs. Et tous ceux qui vont répondre 9-10 comme des promoteurs. Donc détracteurs vont parler négativement de toi, promoteurs vont parler positivement de toi. J'ai volontairement oublié le 7-8. 7-8, c'est des neutres. C'est ce qu'on appelle une clientèle volatile. En fait, ceux qui répondent 7-8, s'ils sentent que l'herbe est plus verte ailleurs, ils vont y aller, clairement. Et donc, du coup, comment on obtient le score qui va de moins 100 à plus 100? On prend le pourcentage de répondants qui sont promoteurs, auquel on va retrancher le pourcentage de détracteurs. Et du coup, ça donne un score qui va de moins 100 à plus 100. Si le score est négatif, vous avez une majorité de détracteurs. Et là, en effet, on est sur des chantiers très compliqués parce qu'il y a énormément de choses à traiter, parce que le bouche-oreille est négatif. Enfin, nous, ça a pris 3 mois dans mon cas, moi. Oui, mais toi, tu étais déjà positif. Ah, voilà. Moi, je parle de celui qui est négatif. Ah, oui, voilà. Et donc, après, quand tu es dans du positif, en effet, on y va étape par étape. Et en effet, on arrive à avoir des quick wins. Et c'est vrai qu'on arrive assez rapidement à avoir des résultats. Et après, forcément, on le construit dans la durée. C'est ce que tu nous as donné, nous, pour les réseaux FitMeet, pour le retour des réseaux FitMeet, le NPS. Oui, alors, il était dans toute la volumétrie de ce que je vous ai sorti. Il y avait le NPS dedans, ce qui était une des dernières questions, en effet. On était pas mal, quand même. Vous étiez pas mal en place, honnêtement. Tu as juste dit, au-dessus de vous, il y a Tesla, et ils sont quand même super forts, Tesla. c'est vrai. Il y avait Tesla au-dessus de vous. Non, franchement, sur les réseaux FitMeet, les scoring, les enquêtes ont été très, très élevées en termes de scoring. Et il faut le noter, c'est très positif, c'est toujours très plaisant, encore une fois, d'échanger quand ça se passe de cette manière-là. En plus, tout à l'heure, tu as pu voir en avant-première les photos du prochain lieu. Exactement. Donc, le prochain lieu, je dis rien de plus, mais il est fou. Il est fou, ce prochain lieu. Pas là, moi, tu l'as pas vu? Franchement, t'as loupé quelque chose. Tu l'as vu ou pas? Je sais même pas si tu l'as vu. Je l'ai vu. Attends, oui, quand même. Non, fantastique. Le prochain lieu, fantastique. Je crois que c'est le seul terme que je vais dire, fantastique. Et non, et en fait, c'est vrai que... je sens qu'il est pas bien, Fabien. Non, mais j'aurais voulu, moi aussi, me nourrir de sa réaction, quoi. Ma réaction, en fait, pour tout te dire, j'étais là, il était sur le PC là-bas. Ouais. Puis je fais... C'est pas mal, ça. Et ça a commencé comme ça. Mais non, voilà. Donc, pour revenir sur les chiffres des réseaux FitMeet qui étaient extrêmement élevés, en effet, et la satisfaction était clairement au rendez-vous. Au-delà de ça, c'est ce qui est, je trouve, très révélateur, c'est que même si les scorings étaient très élevés, que la satisfaction était très élevée, on a réussi à en retirer encore des choses pour continuer à travailler pour l'année prochaine. Et je crois que c'est là l'essence même du travail de The Mood, c'est-à-dire que même quand on pense être au taquet, être vraiment au top du top, il y a encore des choses à aller chercher. Et il faut bien penser une chose, c'est que l'expérience client, tout à l'heure, en intro, je vous parlais du référentiel, du ressenti. Le référentiel, il évolue constamment, en fait. Et c'est ce que je vous ai dit dans la restitution des réseaux FitMeet. Je vous ai dit, par contre, maintenant, la barre, elle est là. Le référentiel, il est là. Voilà. Donc, forcément, il va falloir continuer à tirer vers le haut. Tu nous connais maintenant. Et la première chose qu'on t'a dit, c'est donne-nous ce qui n'a pas été, ce qui a été. C'est vrai. C'est pas grave. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse avant que tu poses cette dernière question à Johan? J'ai l'impression que tu t'avais pris un ton un peu solennel pour aller dire le prénom de Johan. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse, juste un petit coup de projecteur sur Réseau Fit rapide ou pas? C'est possible tant que l'audience est encore là avec nous? Je peux pas te dire non. J'espère bien. J'adore. Le pistolet sur la table. Non, je voulais dire aux gérants qui nous regardent là, si vous avez de la curiosité sur ce qu'on fait dans le réseau depuis 5 ans et si vous vous posez logiquement la question de pourquoi en 5 ans on est le 5e plus gros réseau de France derrière les grosses structures et le plus gros réseau d'indépendants. On arrive à 200 clubs. Oui, on arrive à 200 clubs, là on y est tout juste. N'hésitez pas à
allez sur le site RéseauFit, on va vous mettre le lien en dessous, hein, c'est bon. Et cliquez sur le bouton, vous pourrez être en liste d'attente et derrière vous aurez un formulaire à remplir. On n'intègre que 5 clubs par mois pour maîtriser le onboarding parce que pour nous aussi c'est un sujet hyper important, la satisfaction. On a 99% de nos gérants qui reconduisent d'une année sur l'autre et pour nous ça veut dire beaucoup. On se donne à fond dans ce qu'on fait. Nous, notre objectif il est simple, c'est propulser les indépendants et permettre à des indépendants passionnés de réussir leur carrière pour que ça ruisselle dans toute la vie de ces gérants, pro, perso et tout ce qui fait que oui, nous aussi, on a le droit de vivre pleinement notre passion. Voilà, donc si vous voulez, n'hésitez pas. Le dernier podcast, je crois que vous étiez presque 500 à avoir regardé le podcast. Allez-y, foncez. Je suis sûr que dans 11 mois, quand on vivra ces RéseauFit Meets à Paris, je suis sûr qu'on prendra un moment, si vous êtes rentré dans l'intervalle d'aujourd'hui à ce moment-là, pour regarder le chemin parcouru. Et je suis persuadé qu'on trinquera en disant « Putain ». Franchement, c'était la décision stratégique de l'année. Parce que vous rencontrez des mecs comme Johan. Johan au quotidien, qui est sur le groupe Discord, qui participe. En avant-première, putain, mais ça n'a pas de prix. On fait des bons en avant et je vous le souhaite. Voilà, je vous le souhaite. Si vous êtes des passionnés, n'hésitez pas à postuler. Johan, il y a un petit exercice qu'on fait du coup dans le podcast, un petit rituel. Si tu avais un tips ou une bêtise que tu trouves idiot de ne pas mettre en place dans un club, ça serait quoi ? Alors, question piège, quoi. Non, même pas, parce qu'on l'a déjà dit, en fait, dans les faits. C'est comment s'est passée votre séance aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est le meilleur des tips. Tu vois, il vaut de l'or. Est-ce qu'il faut lui en trouver un autre voilà. Maintenant... Moi, j'en donnerais un tip, c'est contacter Johan. Non, mais par contre, la bêtise à pas faire, c'est penser, et ça, je le constate franchement dans presque tous les clubs, c'est de penser que la vérité d'aujourd'hui sera la même demain. Et donc, c'est pas parce que vous avez expliqué les process, c'est pas parce que vous avez onboardé vos salariés, c'est pas parce que vous avez des KPI qui tiennent la route que tout se passe bien. Et dans les faits, l'humain, il est faillible. Et ça, c'est une réalité et c'est une attention de tous les instants. Enfin, moi, je le constate très souvent. Un des premiers écueils des clubs, c'est justement l'humain, c'est justement les équipes. Et non pas qui se lèvent le matin en se disant « je vais mal faire mon travail ». Pas du tout. Tous ceux qui se lèvent le matin se lèvent en se disant « je vais bien faire mon travail ». Sauf que, comme tu disais très bien tout à l'heure, quand tu es pris dans le quotidien, que tu es pris dans ta routine, il y a plein de choses que tu oublies de faire. Parfois même juste de sourire et de dire bonjour. Merci Johan, un grand merci. N'hésitez pas à suivre Johan sur son compte LinkedIn. Ouais, LinkedIn, ouais, je suis actif. Ouais. Et il répond souvent à tous les commentaires. Du coup, le QR code qu'on met en bas de vidéo, n'hésitez pas à le scanner également. Nous, on remercie tout le monde. Je te remercie Fabien. Écoute, merci Sab, c'était un plaisir. Merci Johan. Et c'est moi qui vous remercie parce que c'était très agréable, honnêtement. Bon, tant mieux alors. Allez, au revoir tout le monde. À bientôt. À bientôt. Salut. À bientôt. Merci.